Voilà. Donc bonsoir. Ouais. Comme ça c'est bon. Alors, je ne sais pas où je vais me mettre exactement pour que ça soit bien filmé. Je pense que là c'est parfait. Donc ce soir, je vais vous parler d'amphibien. Voilà. Donc je suis François Guémal, fraîchement président de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Donc comme son nom ne l'indique pas, je ne vais pas vous parler d'oiseaux ce soir, je vais vous parler d'amphibien. Voilà, donc ça fait quand même 20 ans que la LPO, voire plus, même 30 ans, fait autre chose que des oiseaux, les habitats des oiseaux. Voilà, maintenant on s'occupe de la biodiversité au sens large, y compris quand il faut la flore ou les habitats. Mais voilà. Donc moi je suis plutôt spécialisé en amphibiens, pas seulement, mais c'est mon dada. Donc voilà, c'est pour ça que j'aborde ce sujet ce soir. Donc il y aura, on va dire, 3 parties en fait à cet exposé, comme le titre ne l'indique pas vraiment. La première, c'est présenter les méthodes de base pour compter les amphibiens et comment on fait de la capture aux captures. Voilà, une méthode qui pourrait s'appliquer à bien d'autres choses que les amphibiens. La deuxième partie, ça sera cette méthode à donner des résultats sur vitrole dans un contexte un peu particulier. Donc je vous présenterai des résultats, ça sera un peu plus sur un modèle public scientifique, on va dire. Et la dernière partie, comme je sais que je suis conférence de la Société Linnéenne, ça sera un peu plus technique sur la taxonomie et ça sera sur les grenouilles vertes. Donc ceux qui aiment bien les noms scientifiques et la génétique, voilà, ils en auront pour eux aussi dans cette dernière partie. Voilà, donc le fil conducteur de tout ça, c'est comment on peut étudier les amphibiens, donc aller plus loin qu'un simple inventaire classique avec une liste d'espèces, ce qui déjà peut poser des problèmes qu'on verra à la fin, mais aller plus loin, c'est-à-dire les compter et les compter de façon sûre. Pourquoi? Parce que les amphibiens font partie du groupe taxonomique, des groupes taxonomiques les plus menacés dans le monde. Alors en Europe, c'est pas vraiment vrai. On a moins de problèmes que dans les forêts tropicales, mais si on se place à l'échelle du globe, les amphibiens ont beaucoup de problèmes, essentiellement à cause de la pollution, de la destruction des zones humides et des diverses maladies émergentes qui sont liées en fait au fait qu'on a transféré les individus d'un endroit à l'autre de la planète. Donc chacun a échangé ses bactéries, ses champignons, et ça a créé beaucoup de problèmes, parce que ce sont des animaux qui vivent au moins une partie de l'année dans zone humide, et donc toutes sortes de bactéries et de champignons peuvent se développer très facilement. En plus, ils aiment bien la chaleur. Donc, face à ces menaces, il y a eu beaucoup de travaux scientifiques sur la façon de les compter, puisque pour pouvoir savoir si une espèce est en voie de disparition ou pas, il faut avoir des chiffres fiables sur les tendances de la population, pour pouvoir parler non pas à terme d'experts, mais vraiment avec des données, notamment pour pouvoir établir les listes rouges en particulier. Donc ce soir, je vais vous présenter ces méthodes. Alors même si chez nous elles s'appliquent, on verra là des espèces qui sont moins menacées, justement ça permet de tenter des choses et de comprendre des mécanismes qu'on pourrait utiliser après dans d'autres régions ou sur les mêmes espèces à des endroits où elles sont réellement menacées. Voilà. C'était pour l'introduction. Compter les amphibiens, donc au sens large à compter. Donc les amphibiens, en gros, il y a 3 grands groupes, mais je vais vous parler que de 2 ce soir, parce qu'en Europe, il n'y a que 2 groupes qui sont... Le 3e groupe n'est que dans les forêts tropicales. Donc le premier grand groupe, c'est les anons, ces amphibiens qui émettent des sons pour la reproduction. Donc souvent, mais pas toujours, ils ont un sac vocal plus ou moins visible. Donc ici, c'est une région méridionale, donc l'amphibien le plus courant à Marseille, je pense, avec la grenouille rieuse, qu'on peut entendre encore dans les parcs, par exemple le Marais Longchamp, il y en a plein. Très courant dans les marais littoraux, de la Camargue jusqu'à l'Étang-Oubert, en passant par les marais des zones minières, etc. Donc chez nous, c'est un amphibien très connu, que tout le monde connaît, que les gens non spécialistes souvent appellent ça une grenouille, mais c'est pas une grenouille. On voit notamment qu'elle a des pattes adaptées à grimper les arbres. Elle a des petites ventouses au bout des doigts. Donc c'est une espèce arboricole, mais elle chante. Donc si elle chante, on peut facilement la détecter. Surtout que ça chante assez fort. C'est aussi le cas. Alors là, je mets le chant. Voilà. Derrière, il y a une autre espèce d'amphibien. Donc derrière, il y avait une autre espèce d'amphibien qui est le clélodite ponctué, qui lui a un sac vocal bien plus discret et qu'on entend quand
quand même assez loin. Donc lui, c'est aussi un amour. Donc une espèce dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, qui est pas mon favori, mais mon objet d'étude en particulier, c'est le crapaud calamite. Alors, il ressemble pas mal au crapaud épineux commun, mais les yeux ne sont pas de la même couleur, il a en général une raie sur le dos, donc des critères qui permettent de le différencier assez facilement. Et c'est une espèce qui est assez facile à étudier parce que quand elle se reproduit, on verra, on les repère très facilement. Donc c'est un bon sujet d'étude. Il y a certains amphibiens qui, eux, ne vocalisent pas pour attirer les femelles ou pour marquer leur territoire. Donc là, c'est le genre du crapaud calamite, excusez-moi. Ça la vocalise. Voilà. Comme la rainette, c'est une vocalise très volumineuse, avec beaucoup de volume sonore, qu'on peut entendre à 1 ou 2 km facilement quand la météo est pas bien, il n'y a pas de vent. Donc ici, encore un anneau, mais qu'on ne peut pas repérer aux vocalises tellement elles sont discrètes, c'est le pélobate triprède. Celui-ci est menacé en Provence, il est menacé à l'échelle de l'Europe aussi, un peu moins, mais quand même. En Provence, il est classé, si mes souvenirs sont bons, en liste rouge régionale en danger d'extinction. À l'échelle européenne, il est classé quasi menacé, c'est-à-dire qu'il y a des menaces, mais comme les populations d'Espagne se portent assez bien, il n'est pas encore... on peut dire qu'il y a encore une chance, pour l'instant, qu'elle puisse continuer à se porter bien. Donc lui, par exemple, on ne va pas pouvoir le repérer aux vocalises parce qu'elles sont trop discrètes, elles sont sous l'eau, donc on peut chercher très longtemps un pélobate si on cherche à l'entendre au son. Donc il va falloir le chercher à la lampe torche, tout simplement. Et que dire des urodèles qui, eux, donc les tritons, les salamandres, en gros, qui, eux, ne chantent pas. Quand ils vont se reproduire, ils vont directement dans leur milieu aquatique pendant quelques semaines à quelques mois, et ils paradent, mais ils ne chantent pas. Donc ils attirent la femelle en faisant une espèce de parade, mais voilà, il n'y a pas de son. Donc eux, on va devoir encore utiliser d'autres techniques. En général, on les cherche à la lampe, dans l'eau, ou on met des coups d'épuisette. Mais on ne peut pas utiliser le son. Donc, dans tous les cas, qu'on les cherche à l'épuisette, qu'on les cherche à vue, en milieu terrestre, à la lampe, ou qu'on cherche à les écouter en faisant un point d'écoute, comme pour les oiseaux par exemple, on ne va pas entendre tous les individus. C'est strictement impossible, ou alors il faudrait y passer des jours et des jours en étant sûr d'avoir tout compté, et de toute manière, on n'est jamais certain qu'on n'en a pas oublié un. Donc ça, c'est une problématique de base quand on fait le comptage de n'importe quel animal, ou même végétal, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'on a tout observé. Donc, il faut mettre en place des techniques qui nous permettent de savoir, en gros, quelle est la proportion d'individus qu'on a pu observer. Ces techniques existent, je vais en parler. Alors, la première, la plus simple, c'est d'écouter les chanteurs, voilà, et de se dire que même si on ne les a pas tous entendus, c'est quand même proportionnel. Donc, même si on n'a pas les populations, on a quand même des tendances. Or, c'est ça qui nous intéresserait, c'est de savoir si la population augmente ou diminue. C'est pas de savoir s'il y a 1000 amphibiens, 200 ou 20 000 en absolu, c'est de savoir si ça baisse ou si ça monte. Donc, par exemple, là j'ai mis 10, bon c'est des espèces de rainettes, j'ai mis 10 amphibiens, je passe un jour, la météo n'est pas super clémente, il fait quand même assez chaud mais il ne pleut pas, j'en entends 2, ou j'en vois 2, ou j'en ai 2 dans l'épuisette. Voilà. Mais j'ai aucun moyen de savoir, comme ça, qu'en réalité j'ai une probabilité de détection de 0,2. Je ne sais pas. Par contre, je me dis que si je repasse une autre fois avec la même météo, la même température à peu près, le même mois de l'année pendant la même période, si j'en entends encore 2 ou 3, c'est que la population n'a pas beaucoup bougé. On va voir que ce raisonnement, même ce raisonnement-là, il est faux en fait. Donc en réalité, quand on cherche à compter les animaux, c'est soumis à ce qu'on appelle la loi binomiale, c'est-à-dire, c'est un peu comme un pile ou face, chaque animal, on peut modéliser en disant qu'il a une probabilité d'être détecté, ici c'est 0,2, et quand on a une probabilité de 0,2 et qu'on a 10 individus, ben en moyenne on en compte 2, mais des fois on peut en compter 3, 4, 5, on peut compter jusqu'à 6 individus au-dessous, après les probabilités que j'ai mis là à droite sont vraiment trop faibles. Et parfois on n'a pas de chance à en compter 0 ou 1. Vous voyez que même avec une probabilité de détection de 0,2, vous pouvez en compter 0 assez souvent quand même. La probabilité ici c'est 10%, enfin 11%. Ça veut dire qu'une fois sur 10, vous avez bien, vous n'avez rien compté du tout. Pourtant, ils sont là. Alors en plus, ce qui est très problématique avec les amphibiens, de manière générale, c'est qu'ils sont leur activité sonore ou terrestre
un peu moins dans l'eau par contre, un peu moins pour les secondaires, il est soumis aux aléas météo. C'est-à-dire que quand il pleut modérément, je n'aime pas les grosses pluies, vraiment modérément, et que les températures sont clémentes, on peut en voir sur le même site avec le même nombre d'individus, mais on en verra plus. Donc on aura une probabilité de détection qui va augmenter. Là par exemple, je l'ai fixé à 0,5, c'est une valeur, vous verrez, c'est une valeur assez crédible. Souvent, les bonnes conditions, on en est sur un passage. Dans ce cas-là, même quand il y en a 10, eh bien, on en comptera 5 en moyenne, mais des fois on en comptera 7, 8, des fois 2, 3. Alors ça sera très rare d'en compter 0. On va dire que c'est une probabilité négligeable. Mais c'est aussi très rare de compter 10 individus, ça n'arrive jamais en réalité. Donc, que ce soit pour les amphibiens ou les autres animaux, et je vous dis même la flore, on va faire la même méthode, on est limité par le fait qu'on ne compte pas tous les individus, et pire que ça, on ne sait pas, on n'a pas de méthode au départ, on va en trouver une, mais on n'a pas de méthode au départ pour savoir si réellement on a été bon ou pas dans le comptage, si on a compté 10%, 20%, on ne sait pas. Voilà. Donc cette problématique, elle est assez générale. Elle a été résolue quand même depuis un certain temps. On va voir comment après. Alors il y a des fois aussi les amphibiens, on vient, il y en a 0. Parce qu'il fait trop chaud et trop sec, parce qu'il fait trop froid. Voilà, c'est souvent la température quand même qui limite, c'est le facteur limitant. Au printemps, même s'il n'y a pas plu, qui fait relativement une température pas trop chaude, on peut en voir quand même. Mais si vous venez en été et qu'il n'a pas plu, vous n'en verrez pas. Si vous venez au mois de janvier qui fait moins de 2 degrés, vous n'en verrez pas non plus. Donc là, on est sûr au niveau de l'écologie de ne pas en voir, mais n'empêche que, on passe sur le site, on n'en voit pas, mais on n'est pas sûr qu'il n'y en ait pas. Puisque pour les mêmes raisons, on ne connaît pas de probabilité de détection. Donc c'est très difficile en fait, dans ces processus de comptage d'animaux, de différencier le phénomène de la détection, c'est-à-dire on fait un protocole pour les repérer, et on en repère, et le fait qu'il soit là ou pas, c'est-à-dire la présence ou l'absence de l'individu. Si on n'arrive pas à séparer les deux, finalement on n'arrive pas à avoir des données fiables. Et si on n'a pas des données fiables, c'est difficile après de dire, ben voilà, par contre à la limite, on a constaté sur 10 ans que ces populations diminuaient. Or, c'est ça qu'on veut pour pouvoir faire de la conservation. C'est notamment ça les critères importants sur les listes rouges, qui sont un outil, on va dire, politique de conservation pour vraiment aider les décideurs à prendre des décisions sur des aménagements, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a inventé, il y a déjà plus une centaine d'années même, on peut dire même avant, puisque cette méthode a été utilisée déjà à la Révolution française, mais pour les humains, les méthodes de capture-recapture. Donc le principe que je vais un peu exposer rapidement aujourd'hui, que certains connaissent sans doute depuis longtemps. Donc l'idée générale, donc ici j'ai pris un schéma avec des souris, mais c'est la même chose, c'est de passer plusieurs fois, donc ça c'est le paramètre primordial, c'est-à-dire que si vous ne passez pas au moins 2 fois sur un site, vous ne pouvez pas faire ces méthodes. C'est le minimum. Alors 2 fois, c'est un minimum, on verra qu'il vaut mieux passer plus que 2 fois. Vous capturez des individus, et après vous les marquez. Alors vous les marquez, c'est pas forcément avec un fer comme le bétail, ça peut être comme ça, hein. Il y a des serpents, il y a des gens qui les marquent comme ça. Ça peut être tout simplement parce que l'animal a des marques individuelles qui permettent de le reconnaître facilement. Bon, ça c'est le cas extrême qui arrive rarement. Ça peut être parce qu'il y a des marques assez faciles à reconnaître et qu'on prend en photo. C'est surtout cette méthode-là que je vais exposer ce soir. Mais ça peut être aussi des choses plus raffinées. Alors si c'est des papillons, on peut mettre un code couleur sur les ailes avec des feutres. Si c'est des amphibiens, on verra tout à l'heure, j'en reparlerai, mais on a des méthodes un peu plus intrusives. Et quand c'est des oiseaux, ou avant des chauves-souris, mais ça se fait moins maintenant, on mettait des bagues. Et donc chez les oiseaux, ça se pratique énormément, le bagage. On met une bague sur un individu, il y a un code, on peut l'identifier après, à chaque fois qu'on le recroise, mort ou vivant. Quand la bague est assez grosse, en plus, on peut même l'identifier de loin à la longue vue. Donc ça permet de réidentifier, recapturer l'individu sans même le toucher. Ça, c'est important. Alors comment ça marche quand on passe 2 fois? Donc quand on passe 2 fois, ça s'appelle la méthode de Lincoln-Petersen, si c'est 2 auteurs qui l'ont inventé. On passe une première fois, on marque les individus. Donc là, je crois que mon pointeur, c'est pas assez puissant pour que vous le voyez bien. Non, ça marche pas, c'est pas grave. C'est ce qui est marqué N1 ici en bleu. Donc là, il y a 7 souris qui ont été capturées. Alors vous voyez qu'on leur met une petite marque sur le front. Alors la marque, elle peut être individuelle ou pas. Mieux vaut une marque individuelle. Là, il n'y a pas besoin, mais la bonne méthode, c'est... Donc en général, on a un code individuel. Un code numérique ou alphanumérique. On repasse une deuxième fois, et la deuxième fois, on recapture 8, 6, 7 individus. Donc ici, il y en a encore 7. À chaque fois, ce n'est pas l'ensemble des individus, vous verrez qu'il y en a 24 si vous comptez.
première fois, on a capturé 7 sur 24, la deuxième fois 7 sur 24. Mais on ne sait pas qu'il y en a 24. Par contre, on se rend compte que sur le deuxième groupe vert, il y a le groupe qui est en jaune, qui est des individus qui ont déjà été capturés la première fois. Et comment on le sait? Parce qu'on les a marqués. Alors, bien entendu, la première condition pour que ça fonctionne, c'est que la marque reste le temps entre les deux passages. Donc, vous verrez que ce n'est pas anodin. C'est difficile de trouver un marquage qui soit stable dans le temps. Même une bague, ça peut se perdre. Hein. Ça arrive régulièrement. Donc ça pourra créer des erreurs. Là, on arrive à avoir deux individus remarqués, et tout simplement, on fait une petite fraction. Hein. Là, c'est très intuitif. Sur 7 individus recapturés, on en a 2 marqués, donc en gros, on peut évaluer la probabilité 2 sur 7, et de là, on peut recalculer le nombre total d'individus. Il suffit de faire 49 divisé par 2. 49 divisé par 2, ça fait 24,5. Vous voyez que la vraie population, c'est 24, avec une méthode aussi bête, parce que c'est naïf comme méthode, mais ceux qui l'ont fait la première fois, ils ont eu la bonne idée quand même. On arrive déjà à une précision qui est pas mal. Pourquoi? Parce que là, on a une bonne détection. On a une bonne précision déjà. Alors cette méthode-là, elle est bien, mais elle suppose que la population soit la même à chaque fois qu'on passe, donc il y a le même nombre d'individus. Elle suppose que les marques ne soient pas perdues. Elle suppose qu'on n'a pas de mort entre-temps. Ça, chez les animaux, c'est une condition qui est quand même assez dure, parce que la mortalité chez certaines espèces peut être très élevée. Et on peut l'améliorer surtout en faisant d'autres passages. Notamment si on veut savoir s'il y a eu des morts ou s'il y a eu des animaux qui sont partis, on est obligé de passer au moins 3 passages. Donc, 2 passages, c'est quand la population est fermée. Quand la population est ouverte, quand on appelle population ouverte, au minimum 3 passages, et c'est un minimum. Au plus on fera de passages, au plus on sera précis. Par contre, au plus ça prendra du temps. Et vous verrez que moi j'ai eu la chance de choisir un site qui était à côté de chez moi, mais pour pouvoir passer régulièrement sur un site, c'est un temps de travail humain qui est très important. Donc c'est des méthodes qui fonctionnent bien, mais par rapport à quelqu'un qui ferait 3 passages en année, écouter des chants d'amphibiens, ça c'est la méthode du muséum par exemple, pour estimer la population, ça prend bien plus de temps. Donc le défaut, c'est que ce n'est pas utilisable à grande échelle. Contrairement à une méthode simple d'abondance. Donc j'en reviens à la population ici. Quand la probabilité est de 2 sur 7, avec 24 individus, là l'histogramme que je vous montre, ça vous montre les probabilités de différentes détections. Donc en général, en moyenne, on a détecté à peu près 7. C'est ce qui était sur les schémas, mais on peut très bien passer en voir que 4, on peut très bien passer en voir que 10, et on peut en voir on va dire de 1 à 14 individus. Vous voyez quand même qu'il y a beaucoup plus de chances de voir entre 4 et 10 individus que le reste. C'est une loi normale après, classique de statistique. Donc voilà, on a un outil, on a un premier modèle qui est très simple, le code Petersen, et après il y a eu des raffinements qui ont surtout eu lieu après-guerre, à partir des années 50, voilà, et qui sont encore en cours, c'est-à-dire qu'il y a encore des chercheurs qui travaillent à améliorer les modèles. C'est un sujet qui ne sera jamais clos, à mon avis. Donc j'ai fait un petit graphique un peu plus technique. Donc, bien entendu, on estime la probabilité de détection, de là on déduit la population, mais il faut bien comprendre que ce qu'on estime, ce n'est pas la population, c'est la probabilité de détection. La population, c'est un paramètre dérivé. On sait très bien que quand on estime quelque chose avec des méthodes statistiques et des modèles, on a une incertitude. Et si on veut quelque chose de scientifiquement probant, il faut que cette incertitude, on la connaisse, ou en tout cas qu'on connaisse une fourchette qui soit au moins une bonne estimation des certitudes. Il faut que les certitudes soient comprises dans la fourchette qu'on donne. Sinon, les résultats qu'on donne, on pourra toujours les contester. C'est le cas pour toutes les études scientifiques, bien entendu. Donc ici, en fait, on voit, là j'ai tracé une incertitude relative, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on a 10% d'erreurs relatives, 20%, etc. Et on voit qu'elle dépend de 2 choses. Elle dépend de la population qu'on étudie. S'il n'y a que 10 individus présents, et ça on ne peut pas choisir, quand on étudie un site, c'est pas nous qui définissons le nombre d'individus, ça va beaucoup limiter la méthode. De même, si quand on passe, on ne cherche pas beaucoup et qu'on n'en trouve pas beaucoup, dont la probabilité de détection est faible, ça limite aussi la méthode. Dans les 2 cas, on a une erreur relative très importante. Pour la diminuer, il faut à la fois augmenter la probabilité de détection. Comment on fait? On passe plusieurs fois et on met ensemble différentes sessions. Et il faut quand même étudier des populations qui ne se restreignent pas à 20 individus. Donc ça, c'est les bases de la statistique. C'est comme quand vous faites un sondage, vous n'interrogez pas 20 personnes. Sinon, vous aurez des résultats qui ne sont pas cohérents. Donc,
Ici, on voit que on a une erreur relative de 20%, c'est pas si mal. Donc, c'est ce que je vais avoir tout à l'heure dans mes données. Des populations d'une centaine d'individus avec une probabilité de détection à partir de 50%, ça devient un minimum pour travailler. Voilà. Donc, au-dessous de ça, c'est compliqué. Voilà. Avec les amphibiens et le crapaud-calamite qu'on verra tout à l'heure, on peut. Voilà. Avec d'autres amphibiens plus cryptiques comme le pélobat, on peut, mais ça suppose des techniques, des tactiques pour venir au bon moment. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la méthode classique de comptage d'amphibiens, la plus facile à mettre en œuvre, c'est on envoie des bénévoles ou des experts, peu importe, mais des gens formés en tout cas, l'identification par les vocalises, qui se mettent à côté d'une barre et comptent. Voilà, ce soir j'ai entendu 3 amphibiens chanter. L'année d'après, ils reviennent 3 fois au même endroit. Ce soir, ils notent la température, ils notent la météo, voilà, des bases. Et après, 10 ans plus tard, on fait des compilations sur une région, par exemple, et on dit, voilà, on voit qu'il y a une tendance à la baisse. Et on en tire des conclusions. La question, c'est est-ce que ces conclusions ont vraiment une réalité scientifique? Donc, on a de la chance, il y a une étude qui a été faite en Suisse sur la rainette verte, qui est un peu la rainette méridionale du Nord, on va dire, qui est un peu plus septentrionale. Et cette étude, les chercheurs ont couplé à la fois les méthodes de capture-recapture dont je vous ai déjà parlé, et les méthodes de comptage tout simplement en comptant des vocalises. Et ils ont essayé, en sachant que les méthodes de capture-recapture permettent de savoir l'erreur qu'on commet, contrairement aux méthodes de comptage simple, de comparer les deux, pour voir si l'une était fiable par rapport à l'autre. Et les résultats, alors bien sûr c'est une seule étude, il n'y a pas eu beaucoup de menées malheureusement, donc il faudrait peut-être qu'on les donne, mais les résultats sont quand même sans appel. Donc ici, là, vous voyez les cercles noirs et ben, je vais le montrer parce que ça marche pas. Là, ici. Ça, c'est les méthodes de comptage. Donc, déjà, on obtient bien sûr moins d'individus, ça c'est normal. Quand vous écoutez des amphibiens chanter, ils ne chantent pas tous en même temps. Donc, vous pouvez pas, s'il y a 100 amphibiens, vous ne pouvez pas en entendre 100 qui chantent. Ils se relayent, donc même si vous comptez votre maximum de chants à un moment donné, vous restez une heure, vous en aurez peut-être 20 qui vont chanter plus. Alors, quand je dis chanter, c'est vocaliser, mais voilà, c'est un raccourci. Ça, on le sait. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que quand même, quand il y a une tendance à la hausse ou à la baisse des individus, des moyens d'individus qui vocalisent, est-ce que c'est relié à une tendance à la baisse ou à la hausse des populations? Si c'est le cas, c'est bon, on a un outil pour étudier les populations, ça nous suffit. Si ce n'est pas le cas, ben non. Alors pour un premier site, on voit déjà que les tendances, même si c'est à peu près les mêmes, c'est pas vraiment proportionnel. Et sur un deuxième site, alors là, c'est assez flagrant. Les variations de population trouvées avec la méthode de capture sont beaucoup plus fines que celles qu'on peut observer avec les méthodes de comptage. Donc on voit que ça marche quand même un peu, ça fonctionne, mais c'est vraiment pas l'idéal. Donc ces méthodes, on va les garder, le muséum continue à faire des estimations de population comme ça, et il a raison, mais quand on peut au moins sur certains sites, on va dire quelques zones par région, faire des estimations sur une population précise par capture ou capture, il ne faut pas s'en priver. Voilà. Le couplage des deux permet en plus de savoir si vraiment, si l'une dit des choses qui sont vraies par rapport à l'autre. Donc, on vient de voir que pour évaluer les tendances de population d'amphibiens et d'animaux en général, la meilleure méthode, celle qui permet de savoir les erreurs qu'on commet et d'être sûr de soi, c'est la capture au capture. Maintenant, je vous ai dit, il y a plein de façons de savoir si on capture 2 fois le même individu. Donc les amphibiens en particulier, pendant longtemps, on leur a coupé les doigts. Donc on a les reptiles aussi, certains. Ce sont quand même une faune qui récupère assez vite des mutilations simples, on va dire. Donc c'est prouvé qu'en leur coupant les doigts, on va pas les tuer sur le coup, qu'ils ne vont pas avoir des hémorragies, contrairement aux mammifères, ils vont pas avoir des hémorragies qui vont les tuer dans l'articulé. Mais c'est quand même très intrusif, et il a été montré par diverses études que ça a augmenté la mortalité même un peu, mais quand même. Donc déjà, de façon éthique, c'est scientifique qui essaie quand même de limiter son impact un petit peu, en tout cas un petit peu. Et ça a été prouvé aussi que ça pouvait fausser les captures. C'est-à-dire que l'individu qu'on a mutilé, peut-être que la fois d'après, il va se cacher. Et ça va nous fausser complètement les modèles. Donc ça, c'est important. Ils ont quand même une réaction à leur environnement. Si leur environnement, c'est des gens qui viennent leur couper les doigts, voilà, donc vraiment, ça se cacher. Donc, cette méthode, elle est de moins en moins pratiquée. Ça se fait encore, mais c'est anecdotique. Une deuxième méthode qui est intrusive, mais on va dire moins, c'est de faire de la chirurgie et d'implanter des puces directement à l'intérieur de l'amphibien.
Donc ça, une fois que c'est cicatrisé, il n'y a plus d'impact, c'est montré par des études. Malheureusement, des fois, ils les perdent déjà, un peu comme les blagues. Et en plus, ça demande de la chirurgie, donc ça demande du temps, des autorisations supérieures, on va dire, c'est pas la portée de tout le monde. Et en plus, ça prend du temps. Et comme je dis, déjà ça prend du temps, si on rajoute du temps au temps, ça fait qu'on va faire moins de capture au capture et on étudiera moins de cibles. Et une troisième méthode qui existe depuis très longtemps, qui est de prendre des photos d'un motif qu'on pense être stable dans le temps, et de se servir de ces photos pour la fois d'après se dire « Ah, ben c'est le même individu, ouais, c'est un individu différent ». Ça s'appelle la photo-identification. Ça se pratique très régulièrement sur les amphibiens, les reptiles. Après, ça peut se pratiquer sur certains insectes, mais c'est plus délicat, comme des motifs qui seraient vraiment... Ça peut se pratiquer de loin sur les mammifères, bon, les zèbres, les girafes, tous les grands fauves ont des motifs voilà, qui... Au piège photo, ça peut se pratiquer, c'est-à-dire qu'on peut les prendre en photo sans même être là. Après, il faut vraiment que l'animal ait un motif reconnaissable. Donc, ça tombe bien. Le crapaud calamite, par exemple, là je vous montre une vue dorsale. Si on prend une photo un peu rapprochée de son dos, et bien, le motif qu'il y a sur la photo, là, vous voyez à droite, ce motif-là, il est stable dans le temps. D'ailleurs, on va vous montrer après, sur 3 ans, par exemple, il est stable. Par contre, vous voyez qu'il est quand même s'il est... Chaque individu a un motif différent, il est assez complexe, donc pour reconnaître qu'un individu est le même ou pas, c'est assez délicat. Ça demande beaucoup de soins. Mais ça fonctionne. Donc, ici, l'avantage, c'est qu'on peut prendre une photo du crapaud sans même le manipuler. Donc, ça évite les contacts avec les mains ou des gants. Donc, ça évite de mettre des gants, d'ailleurs, ça connaît. Ici, il est manipulé, là, c'était le début des premières... quand on a commencé à tester la méthode. De manière générale, on le manipule une fois sur 10, parce que des fois, il a le récalcitrant, il ne veut pas se faire prendre en photo. Mais vous voyez, c'est pas une manipulation extrêmement intrusive. On n'est pas là à le redormir. On n'a pas besoin notamment d'endormir, parce que des fois, pour certaines photos, il faut endormir les amphibiens avec des anesthésies légers. Donc ça, c'est intrusif. Ici, la plupart des photos sont prises, surtout en part de reproduction. Le crapaud, même parfois, il chante, il continue à vocaliser quoi, à faire la photo. Donc, il faut un flash quand même, pas trop puissant. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on compare dans une base de photos les différents individus, et là je vous montre deux individus identiques, donc quand on n'a pas du tout de pratique, c'est pas si évident que ça. Je vous laisse regarder la photo 2 minutes, voir si vous êtes convaincu que c'est le même ou pas. Voilà, donc il faut s'appuyer sur la symétrie, sur la ligne verticale jaune, qui est en général présente, et repérer un petit peu les verrues. Donc, on voit que c'est quand même difficile. Donc, en plus de cette méthode, il faudrait peut-être un outil qui nous aide à trouver des photos semblables. Cet outil existe. Donc, il se trouve que ces dernières années, donc c'est pas parti sur les amphibiens, c'est parti sur les mammifères et les girafes en particulier ou les gnous. Mais il y a diverses équipes qui ont créé des logiciels spécifiques pour reconnaissance photo, avec un peu les mêmes algorithmes que ceux qu'utilise Facebook, pour ceux qui connaissent. Je ne suis pas sûr que tout le monde dans l'assemblée utilise Facebook, mais pour dire « Ah, votre ami a été pris en photo », voilà, les algorithmes de reconnaissance de visage, eh bien, les mêmes algorithmes peuvent servir à des choses un peu moins puériles, on va dire, et un peu plus intéressantes en termes de diversité, savoir reconnaître des animaux et des photos d'animaux. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même que les photos soient normalisées. Si je commence à prendre le dos avec un certain angle et le dos avec un autre angle, ça ne va pas fonctionner. Donc, le premier logiciel vraiment efficace, c'est-à-dire sans qu'il y ait toute une machine lourde avant, de pointage manuel, où finalement ça prend encore plus de temps que de reconnaître la main les photos. Ça s'appelait OneID, et ça a été utilisé pour des gnous et des girafes. Voilà, donc celui-ci fonctionne très bien pour les gnous. On verra qu'il fonctionne moyennement bien pour les crapauds calamites. Ensuite est sorti un peu plus tard Hotspotter, qui en fait se base sur les mêmes algorithmes, il y a quelques nuances. Voilà, donc lui, celui-ci aussi a été utilisé pour le mammifère, en Afrique, mais il marche assez bien sur les crapauds calamites, on le verra tout à l'heure. Donc ces deux logiciels, en fait, ils font une comparaison brute des images, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, à part lui fournir des photos bien cadrées et normalisées. Mais il n'y a pas de pointage à faire des verrues avec la souris. Voilà, donc ça veut dire que ça, au niveau du temps pris en analyse, ça simplifie beaucoup le travail. C'est important parce que si vous... Moi, par exemple, je fais 30 passages dans une saison. Si je dois passer 3 mois à analyser des photos, ben, je ne le ferai pas, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'ai pas le temps. Et donc moi, je trouve que je suis
que je fais ça sur Montalivre, mais je pense qu'un chercheur, même à plein temps là-dessus, ne passera pas des journées à regarder des photos s'il n'a pas d'outil pour l'aider. Donc le principe il est simple, il vous dit quelle photo ressemble le plus. Donc il y a quand même une opération manuelle qui consiste à valider ou pas son diagnostic. Donc il peut y avoir des faux négatifs, des faux positifs. C'est important à savoir. De manière générale, ça fonctionne quand même assez bien. Donc là, je vous montre l'exemple d'interface. Donc ça marche tellement bien qu'en plus, ici je vous montre une photo de 2015 et 2018 et vous voyez que le motif, même s'il varie, et même si la photo n'est pas cadrée exactement pareil, alors le logiciel il le reconnaît sans problème. Les photos, il les sort, le match, pour utiliser un mot qui n'est pas vraiment en français. Mais vous voyez que même à l'œil nu, on voit quand même que c'est le même. Alors bien sûr, il y a des différences. Alors la plupart des différences, c'est des différences saisonnières, c'est-à-dire que c'est souvent les hormones, c'est beaucoup les hormones dues à la reproduction qui font que la peau peut avoir des pigmentations légèrement différentes. Mais surtout, le logiciel il utilise des motifs un peu comme les grains de beauté. Si je zoome, les petits motifs noirs là sont très stables et servent au logiciel à identifier la photo. Donc ça marche extrêmement bien, même trop bien. Moi, ça m'a surpris que ça marche aussi bien, franchement. Quand j'ai testé, j'y croyais pas au début. Donc au début, j'ai testé le logiciel pendant une saison, donc je me suis dit ça marche bien sur une saison, mais tu vas voir 3 ans plus tard, au lieu du tout être pareil, ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, si, voilà, ça fait 4 ans que je fais des suivis, ça fonctionne toujours. Donc ça ne fonctionne pas que pour le crapaud calamite, ça fonctionne pour des amphibiens où c'est plus facile de le faire à la main. Donc ici, je vous ai mis le pélobate qui lui est menacé, je rappelle. Donc là, vous voyez que les motifs, c'est un peu plus facile de reconnaître lesquels sont identiques. Je vous laisse un peu chercher encore 2 secondes, mais il y en a plusieurs là qui sont les mêmes. Donc sur le pélobate, comme on en rencontre moins et qu'on peut le faire à la main, il n'y avait pas vraiment besoin de logiciel. Ça peut se faire, vous venez d'en voir 10 dans la soirée, vous êtes super content parce que c'est une espèce un peu cryptique. Vous passez 1 heure à chercher les correspondances et voilà, vous n'avez pas besoin de logiciel. Alors que le crapaud calamite, j'en capture 300 photos dans la soirée, je peux vous dire qu'on va faire un logiciel. Donc suivant les espèces, on utilisera les logiciels ou pas. Dernière espèce que je voulais vous montrer, donc le pélodite. Donc là, le logiciel ne fonctionne absolument pas, parce que les motifs sont très fins, là c'est des petites verrues vertes là qu'on voit. Voilà. En plus, il est tout petit, le pélodite, c'est entre crapaud et grenouille au niveau de la morphologie. Vous voyez, c'est un amphibien terrestre aussi, comme les crapauds calamites, c'est-à-dire qu'il va dans l'eau que pour se reproduire. Et lui, comme il est petit et que les motifs sont petits, le logiciel de reconnaissance photo, il est largué à 100%. Donc il faut tout faire à la main. Alors je me suis amusé à le faire sur une petite population pour vérifier. Voilà, mais je ne fais pas d'études poussées là-dessus, c'est voilà, trop chronophage. Mais vous voyez quand même qu'il y a aussi un motif stable dans le temps. Alors le vidéoprojecteur est un peu terne, on ne voit pas bien les motifs, mais c'est le même individu 3 fois, et sur 3 ans, le motif n'a pas beaucoup varié. Donc c'est intéressant parce que cette espèce-là, j'en parlerai plus ce soir, mais il y a très peu, contrairement au crapaud calamite qui est très étudié, il y a très peu d'études sur son écologie, sur ses mouvements, sur la fidélité aussi, donc ça serait quand même intéressant de faire une étude plus poussée. J'y réfléchis pour les années qui viennent. Voilà, donc concrètement comment ça se passe. Donc là je vais un peu plus rentrer dans les détails écologiques. Comme on prend le motif du dos et qu'on veut rencontrer le plus d'individus possible, puisque je vous rappelle au début la probabilité de détection, j'ai envie qu'elle soit plus grande que 50% au moins. Donc je vais choisir un moment où, où tous les crapauds sont là. Et bien, ce moment existe avec les amphibiens, ça s'appelle la reproduction. Quand la reproduction qui démarre en général fin février, début mars démarre, les premiers mois, la plupart des mâles sont près de la mare ou dans la mare. Donc là, je suis sûr de les trouver. Le reste du temps, ils sont ailleurs. Alors, et les femelles? Les femelles, elles sont beaucoup moins fidèles. Elles sont dessous le mâle, comme on le verra. Donc, les femelles, j'ai pris quelques photos, mais ce soir, je vous parlerai uniquement des mâles parce que c'est là où on a des données intéressantes. Voilà. Donc, ici, vous avez un mâle et une femelle. La femelle est dessous, en plexus. Il y a une ponte aussi, là, la femelle vient de pondre. Donc vous voyez qu'ici c'est très facile de se mettre au-dessus du crapaud, sans même le déranger, de prendre une photo de son dos. Sans problème, il suffit d'avoir des bottes et de faire attention de ne pas écraser les œufs. Voilà, c'est un gros lieu de précaution à prendre. Et d'avoir une lampe assez puissante, mais pas trop, pour pas non plus éblouir les amphibiens. Donc, les amphibiens, quand ils ne se reproduisent pas, ils ont un habitat terrestre, c'est pas des grenouilles, ils ne vont pas passer leur vie dans un milieu aquatique. Ils mangent au milieu terrestre, ils mangent des fourmis, des vers de terre, donc ils ont à manger aussi dans l'eau, mais leur alimentation est plutôt sur terre. Donc la plupart du temps, ils sont loin de la mare. La mare, c'est le petit cercle bleu clair que j'ai mis sur la carte. Donc attention, les triangles violets, c'est une position
hypothétique. Je n'ai pas fait des hectares et des hectares pour repérer chaque crapaud sur une carte. Donc c'est un modèle, hein, que les choses soient claires. Mais c'est un modèle assez réaliste où on a une mare et hors saison de reproduction, par exemple en cours d'été, quand il a un peu plu mais pas trop, et qu'ils ont faim, ils se baladent entre 100 mètres et 800 mètres de la mare en gros. Donc ça a été étudié par radio trekking sur d'autres études. Hein. Donc j'ai les données quand même, je sais qu'ils ne sont pas à 4 km de la mare. En tout cas, les individus, 90% des individus sont à maximum 800 mètres de la mare. Mais ils sont n'importe où, donc comme garrigue, par exemple. Donc chercher un crapaud en garrigue sur des centaines d'hectares, autant dire que c'est cause perdue, donc c'est pas là qu'on va les chercher. Sinon, on va vite être frustré, on va avoir une probabilité de détection de par exemple 3 sur 100. Sur 100 individus, je vais en trouver 3 dans la soirée. Par contre, quand le temps est clément, que c'est le début de saison, c'est-à-dire février-mars, et que les hormones commencent à monter dans l'organisme, leur instinct les pousse à retourner à la même mare chaque année, en tout cas pour une grande partie de la population fidèle, et donc le scientifique sait où les trouver, c'est ça qui est bien, il sait que s'il vient sur là, il va en trouver beaucoup au même endroit. Alors en plus ce sont des mares, celles que j'étudie c'est des petites mares, vous verrez, donc le même endroit c'est vraiment petit. Donc par contre ils ne viennent pas tous quand même, il y a une certaine partie qui va traîner, qui ne va pas venir tout de suite, qui va venir après, donc on ne va pas capturer tous les individus. Donc je vous montre juste ce que ça donne, si j'arrive à cliquer. Des crapauds calamites en début de saison. Ça vous donnera une idée du... Donc là, ils se battent parce qu'au début, il n'y a pas de femelle. Donc c'est la guerre. Bon, la suite, c'était des bagarres aussi. Pas... Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de mâles, il n'y a pas de femelles, ou très peu, et souvent la première femelle qui vient, elle le regrette, elle ne le sait pas d'avance, mais elle finit noyée. C'est très... Chaque année, j'en prends au moins une ou deux noyées quand je reviens la journée, parce que les premières femelles étant toutes seules, il y a 80 crapauds par exemple qui se battent, on n'arrive plus à respirer. Sous l'eau, les amphibiens respirent par la peau essentiellement. S'il y a 5 crapauds dessus, elle ne respire plus. Elle meurt. Donc ça, c'est naturel. C'est toujours, ça fait de la peine de voir un animal mort, mais enfin, ça fait partie de leur biologie. Donc, quand on est près de la mare, il y en a quand même une grande partie qui est dans la mare, c'est les noirs. Il y en a quand même certains aussi qui sont des satellites, c'est-à-dire qui chantent en dehors de la mare. Alors, quand ils chantent, on peut les repérer. Quand ils attendent pour chanter, donc vocaliser, les raccourcis, on ne peut pas les repérer dès qu'ils sont dans des buissons, c'est pas la peine. Hein. On peut les chercher 3 heures, on ne les trouve pas. Donc déjà, on ne va pas capturer tous les individus présents. Mais, je vous ai dit, l'essentiel, c'est d'en capturer, allez, entre 30% et 80%, c'est un bon chiffre, une bonne fourchette. Moins de 30%, ça commence à être peine perdue. Donc les noirs, on peut peut-être espérer les capturer. En réalité, on ne les capture pas tous, il y en a qui vont aller sous l'eau, on va rater un. Donc comme en plus on suit un protocole et on a envie que ça soit reproductible, on va dire par exemple, je fais 2 fois le tour de la mare et je m'arrête. Je ne vais pas rester jusqu'à ce que je les trouve tous. Parce qu'après, sinon, si on change d'observateur ou si on peut faire ça pendant 15 ans, le suivant il va peut-être rester moins longtemps, etc. Donc le protocole, moi, c'est un passage, je fais le tour, je capture tout ce que je peux et je m'en vais. Voilà. Donc, je capture pas tout, mais je suis sûr que quand j'en aurai marre et que quelqu'un me fera à ma place, il pourra faire la même chose, en tout cas essayer. Donc une fois qu'on a fait ces captures, qu'on a fait mouliner le logiciel, il ne faut passer en détail, on crée l'historique des captures, on donne des codes aux individus, et chaque session, donc c'est chaque jour, une session c'est une soirée, quoi. Une demi-heure de passage en général par site, pas plus, hein. On ne s'acharne pas, comme je vous le dis. On fait une historique, on mouline ça dans Excel, alors là je ne vais pas vous expliquer le détail, c'est pas intéressant, vous allez vous endormir. Mais sur une année, je fais par exemple 10, 12 ou 13 sessions par site, mais je ne retiens pas toutes les sessions pour après faire un modèle. Je retiens celles où réellement il y a des individus et on a une capture importante. Par contre, celles que je ne retiens pas, elles sont soit avant, soit après, mais je n'exclus pas de session au milieu, c'est-à-dire que pour ne pas fausser, pour ne pas faire de biais dû à l'observateur, je prends vraiment, c'est juste qu'on a besoin de suréchantillonner parce qu'un coup ils vont venir beaucoup à partir du 15 février, l'année d'après ça part du 31 mars, ça dépend beaucoup de la météo, donc on est bien obligé à un moment donné de un peu suréchantillonner.
En fin de saison, c'est pareil. Ils vont partir du site, mais on ne peut pas savoir l'avance quand. Alors par contre, j'essaie de passer suffisamment souvent, pour obtenir entre 8 et 9 sessions par an. Donc, vous comptez une demi-heure, 10 passages, voilà, ça prend un certain temps par site, c'est pas non plus monstrueux. C'est tout à fait à la portée même de quelqu'un qui voudrait faire une thèse et le soir forer ses sessions. C'est pas un travail monstrueux. Quand il y a un site, quand il commence à avoir 3 ou 4, ça commence à être plus compliqué quand même. Donc moi, c'est à côté de chez moi, ça va. Donc je vous ai dit mi-février, mi-mai, il y a certaines années c'est 1er mars, des fois c'est 15 février. Et mi-mai, ça peut être fin avril, ça peut être fin mai, ça dépend de la météo. Donc une fois qu'on a fait ces historiques, donc là je vais rentrer dans les détails un peu plus techniques, je ne vais pas y passer trop de temps parce que ceux qui comprennent connaissent déjà et les autres, je vous renvoie à la limite on pourra discuter des articles si vous voulez la bibliographie, mais grosso modo on utilise 2 modèles. Le premier c'est on compile tout ce qu'on a capturé pendant les 9 sessions, on met tout ensemble. Et on regarde que année par année les variations. Donc ça c'est Cormack, Joly, Saber, c'est le premier modèle qui a été créé en population ouverte, c'est-à-dire qu'entre chaque année il peut y avoir des morts, il peut y avoir des crapauds qui partent, qui reviennent. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait une année où les crapauds ne viennent pas, ou qu'une partie ne vienne pas. Après, on pourra analyser plus finement les choses, c'est-à-dire on fait des modèles où on analyse session par session ce qui se passe. Donc c'est des modèles plus compliqués, qui vont dire plus de choses, mais avec plus d'incertitude, forcément. Ce qui est très important à comprendre, c'est les hypothèses biologiques. Tous les individus présents sur le site de reproduction ont la même probabilité d'être capturés. Donc cette hypothèse, je vous le dis tout de suite, elle n'est jamais vraie. Il y a toujours des crapauds qui ont plus peur, qui se cachent plus, il y en a toujours certains qui sont tout le temps là, mais elle marche assez bien quand même, elle est assez robuste. Même si elle est un peu fausse, le modèle fonctionne. Les individus peuvent arriver en cours de route. Ils ont le droit, c'est-à-dire sur les 8 sessions, mes 9 sessions, ils arrivent à la 3e session. Mais quand ils partent, pour une année de reproduction, il ne faut pas qu'ils reviennent après. Sinon, le modèle ne marche pas. Donc ça, c'est une hypothèse forte. Ça veut dire que vous ne pouvez pas... des animaux qui viendraient, repartiraient pendant que certains restent, le modèle deviendrait pas du tout adaptable. Il faudrait changer de modèle. Alors, la survie apparente, je vais dire exactement ce que ça veut dire apparente, est calculée entre chaque saison. Donc chaque saison, pour les crapauds calamites, c'est chaque année. Pour d'autres animaux, il peut y avoir 2 saisons dans l'année. Donc c'est pour ça que j'emploie le terme saison. Ce modèle date de 97, donc au vieillard c'est quand même 97, ça remonte à 20 ans, mais c'est quand même assez récent en termes scientifiques à 97. Donc il n'est pas utilisé encore par tout le monde, hein, mais finalement. Vous savez que les choses prennent du temps à se démocratiser. Par contre, avec ce modèle-là, ce qui est bien, c'est que, par rapport au premier, c'est que si un crapaud ne vient pas une année et qu'il revient l'année d'après, le modèle peut le détecter. Donc c'est un peu mieux. Alors pourquoi survie apparente? Parce que quand vous calculez une survie, vous ne savez jamais, le complémentaire de la survie c'est la mortalité, mais en fait vous ne savez jamais si l'individu est mort ou s'il est parti. Parce que s'il est parti du site, qu'il est allé ailleurs et qu'il ne reviendra plus, eh bien vous les allez compter dans la survie, il ne comptera pas dans la survie, mais comme vous ne savez pas ce qui lui arrive, vous ne pouvez pas dire que c'est une mortalité. Donc attention, tout à l'heure je vais vous parler de survie, cette survie c'est un minimum de survie, si vous comptez la vraie survie au sens biologique. C'est une survie apparente. Donc, ce modèle, je l'ai utilisé dans un contexte très particulier. Je sais qu'il y a 2 mois, vous avez vu une conférence sur les incendies. Ça tombe bien. Donc, moi, le site que j'étudie, qui est à côté de chez moi, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Je n'ai pas du tout fait une grille d'analyse avant, en disant là, c'est bien de faire d'études. C'est à côté de chez moi. J'avais ce que je voulais, je suis allé là. Voilà. Donc, il n'y a aucun raisonnement scientifique précis quant au choix du site, si ce n'est que je voulais une population facile à étudier de crapauds calamites. Voilà. Donc je vais être honnête avec vous, là, il n'y a pas de grille d'analyse ou quoi que ce soit. Donc à Vitrolles, près de l'étang de Berre, et comme vous le savez tous, parce qu'il a été très médiatisé, en 2016, en août 2016, Vitrolles a été le sujet d'un énième incendie sur le plateau de Vitrolles, donc c'était pas le premier, il y avait eu le même 12 ans avant. Hein. Et cet incendie, quand même, il a été assez intense. Il y a eu 3000 hectares de brûlés très rapidement, donc avec une chaleur intense, beaucoup de vent. Là, c'est une photo prise par un cosmonaute de la station spatiale. Je pense que tout le monde a déjà vu cette photo. C'est le panache de fumée ce jour-là.
Donc quand j'ai commencé mon étude, c'était en 2015. Je ne savais pas qu'elle allait avoir un incendie en 2016. Voilà, j'allais dire, je ne suis pas content que ça ait brûlé. Par contre, j'ai quand même profité du fait qu'il y ait eu un incendie. Je me suis dit, ben voilà, maintenant que ça a brûlé, on va quand même continuer. On ne va pas baisser les bras, on va continuer l'étude. J'ai bien fait, vous allez voir pourquoi. Donc juste une carte quand même. Donc la zone étudiée, c'est pas les 3000 hectares, c'est un peu moins. C'est qu'une partie, c'est de la zone incendiée. On a fait beaucoup d'études avec Aldo, donc pas que moi, il y a des salariés, des bénévoles, sur le plateau de Vitrolles. Et la cartographie que je vous montre là, c'est très simple, c'est un indice qui est calculé par télédétection satellite et qui vous montre en gros l'intensité des zones brûlées. Donc quand c'est très rouge, c'est que ça a brûlé très, très grosse mâche végétale, c'est du kermès très dense ou d'épinèdes, ou voire des boisements de fond de vallon en chêne. Et quand c'est plutôt du jaune, c'est des milieux plus ouverts, donc c'est des garrigues rases, des pelouses ou des champs, souvent. Et les zones bleues, c'est les zones qui n'ont pas brûlé. Alors souvent, c'est parce que les pompiers étaient positionnés là qu'il y a des habitations. Hein, voilà pourquoi c'est pas brûlé. Il y a quelques autres quand même, c'est parce que le milieu était tellement rocheux que le feu en fait n'est pas passé. Voilà, s'il y a quand même dans tout incendie de garrigue, c'est souvent comme ça. Hein. Dans des milieux très pentus, très rocheux, ben, le feu en fait ne passe pas. C'est là où, donc, comme je sais que beaucoup sont experts en flore, c'est par exemple là où vous verrez des genévriers de Phénicie, c'est parce que c'est des zones où le feu, même s'il est passé à côté, il n'est pas passé dessus. Bon, il y en a quelques-unes à Vitrolles, mais pas beaucoup. Alors il se trouve qu'en plus en 2015, on avait un projet de construire un abreuvoir pour un troupeau de chèvres qui n'est jamais venu en fait, et cet abreuvoir on l'avait conçu pour être propice à la biodiversité, notamment aux amphibiens ou libellules. Donc on appelle ça de l'avoine plutôt dans les pays occitans, donc ici en Lavogne, en provençal ça n'existe pas, mais on l'appelait l'avoine quand même. Donc je vous montre juste la construction rapidement, hein. On a mis du plastique pour l'étanchéité, du ciment, des dalles pour faire joli. Et donc, attendez, je vais trop vite, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des suivis, c'était en 2015, c'est à motiver les suivis sur le plateau de Vitrolles. Entre-temps, l'agence de l'eau, donc c'est le seul partenaire que je cite ce soir, parce que c'est le partenaire actuel, nous a financé des études sur les temps de mer pour les amphibiens, donc pas seulement celle-là, sur le triton palmier, sur les continuités écologiques, et dans ces études, il y a un axe qui est étudier la réaction des amphibiens à l'incendie. Donc, le détail du suivi, toujours la même carte. Donc ABC, c'est des rues temporaires, donc il y a de la reproduction d'amphibiens. Et tous les cercles numérotés, c'est les marques qu'on a suivies, et celles qui sont numérotées en jaune, et c'est là où ça nous intéresse ce soir, c'est celles qu'on a suivies en faisant soit une fois de la capture en capture, c'est-à-dire je suis passé au moins 2 fois depuis 4 ans dessus, soit pour 3 mares, un passage intensif depuis 4 ans. Donc les 3 mares dont je vais vous parler là rapidement, je suis passé plus de 10 fois par an depuis 2015. Donc ça commence à être intéressant par dessus. Tant que le téléphone, il y a le téléphone qui sonne. J'aurais dû vous demander d'éteindre le portable au début, j'ai pas lancé, c'est ma faute. Donc en particulier, il y a 3 mares qui nous intéressent. La mare numéro 1, là, c'est celle dont je vais le plus parler, j'ai appelé la mare aux abeilles parce qu'il y a des roches à côté. Elle, je la suis depuis le départ. Et c'est pareil pour la mare numéro 2 que j'ai appelée fond de carrière, qui est une carrière assez extensive. C'est-à-dire qu'il y a de l'amphibien qui se reproduit dedans, et que comme c'est de la pierre de Vitrolles, c'est pas une demande industrielle, on va dire que les risques d'écrasement ou d'impact sur la population sont faibles. Et bien sûr qu'il y a une exploitation, mais elle est assez douce. Il y a la barre numéro 5, là c'est un site plus récent, c'est une deuxième Lavonne, en fait la ville de Vitrolles a bien aimé la nôtre, donc ils en ont fait une pareille, et qui existe que depuis 2016, elle existe, et elle a commencé à fonctionner après l'incendie. Et sur cette zone-là, en plus d'aller sur les mares que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait des recherches à vue en garrigue. Alors j'ai profité, à partir de 2017 seulement, du fait que comme ça avait brûlé, pendant, on va dire, quelques mois à une année, le milieu était très rare et c'était plus facile de repérer les amphibiens à la lampe frontale. Voilà. Après, quand le kermès repousse, vous pouvez toujours les chercher. Donc ça, c'est une photo de la mare aux abeilles juste après l'incendie. Voilà. Bon, là, on a du mal à s'imaginer des crapauds à l'intérieur, quand même. Voilà. Ça c'est un an plus tard. Ou même pas, donc quelques mois plus tard. Bon, il y a encore les pins brûlés autour. Ça n'a pas d'incidence du tout sur les amphibiens. Depuis, la plupart sont tombés là, il y a eu du vent là, ces derniers jours. Et vous voyez qu'elle est fonctionnelle en termes de mare. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça a brûlé qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Et en plus,
la qualité de l'eau a guère évolué. Alors bien sûr, les cendres ont un effet, mais elles ont été évacuées au bout de 2-3 pluies, il y a déjà plus de cendres à l'intérieur. Elles ont été absorbées par la terre. Donc sur ce site, déjà, avant de vous dire les résultats de survie, etc., juste, j'ai comparé quand même les deux logiciels, j'ai dit au début qu'il peut y avoir des faux négatifs, des faux positifs. Pour le crapaud calamite, et je dis bien pour cette espèce-là, Exploiter, le deuxième, il marche très bien, puisque sur 100 paires étudiées, j'ai 2% de faux positifs, et sur 216 paires, 3%, donc 2 ou 3%, ça va créer un biais, mais c'est un biais qui est supportable. Jusqu'à 5% de biais, on fait comme si on n'avait pas. On se bouche le nez et on oublie. Voilà. Et à un moment donné, on passerait trop de temps à les chercher pour corriger un biais qui est plus bas que les erreurs dues à la méthode. Donc en général, quand on fait des captures-recaptures, on fournit toujours ce tableau-là, dans tous les papiers. C'est le tableau des captures-recaptures. Donc là, c'est sur le site de la Mare aux Abeilles, le premier. La première année, j'en ai capturé 70, la deuxième 73, après 112 et 131. Alors attention, c'est pas parce qu'il y en a eu plus après l'incendie que c'est forcément parce qu'il y a eu beaucoup de survie. On va voir que c'est un peu compliqué que ça. Il vous montre aussi les individus recapturés. Alors vous voyez quand même qu'au bout de 3 ans de suivi, enfin 4 ans de suivi, mais 3 saisons entre les suivis, pour être précis, de 70 mâles capturés la première année, j'en ai quand même encore recapturé 59. Donc avant même de faire n'importe quel modèle mathématique compliqué, vous vous doutez bien que s'il y en avait 70 et que j'en ai recapturé 59, c'est que la survie est assez élevée. Voilà, je dépasse les 70% à une année, au moins. Largement. On peut faire une pause de minute, de toute façon, en plus là, c'est une manière plus technique, c'est pas plus mal. Non, mais c'est pas grave. Tu te coucher un peu les oreilles. Vraiment, c'est pas grave du tout. Je ne sais même pas où il a mis le téléphone. C'est complètement vieux. Bon, alors là, je ne vais pas rentrer trop longtemps sur ce transparent parce que c'est vraiment technique. Je l'ai gardé, j'ai montré ses travaux à la SHF, oncologue, et c'était plus technique. Mais je vais quand même expliquer, quand on utilise des modèles statistiques sur les captures-captures, il faut toujours voir l'ajustement du modèle, c'est-à-dire vérifier si ce qu'on raconte, c'est pas du n'importe quoi, les hypothèses de départ. L'histoire de la probabilité, je vous ai dit, doit être homogène, l'histoire des individus qui partent pas au milieu pour revenir, tout ça, ça se vérifie. Et si les tests statistiques montrent que c'est du pipeau, eh ben on arrête, on ne parle pas d'utiliser le modèle parce que les résultats vont être biaisés, donc inutilisables, pour tirer des conclusions. Donc, si on teste la présence d'individus de passage, on se rend compte que le test, il est vrai, il y a des individus de passage, donc on ne va pas pouvoir modéliser exactement comme je l'ai fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va devoir rajouter une astuce. Mais ça, on peut en tenir compte. Par contre, quand on regardera le comportement des cohortes ou la sensibilité à la capture, alors le comportement des cohortes, c'est voir s'il y a des différences suivant les années. Et la sensibilité à la capture, c'est important, ça veut dire on regarde si une fois qu'on a capturé un individu, est-ce que c'est pas plus facile ou plus dur de le recapturer. Plus dur, c'est quand on lui coupe les doigts, comme je disais tout à l'heure, il va pas trop avoir envie qu'on le recapture. Plus facile, ça arrive souvent, parce qu'en fait, ça montre juste que l'individu, une fois qu'il est là, il se sent en sécurité dans sa mare et on le capture beaucoup plus facilement ensuite. Donc c'est pas parce qu'il aime bien être capturé, c'est juste que sa biologie fait qu'on le capture plus facilement. Dans les deux cas, les deux tests sont l'hypothèse est contredite, donc c'est bon, on n'a pas à en tenir compte. Tant mieux. Donc quand le P est supérieur à 0,05, le truc classique, c'est bon pour nous. Quand il est à 0,01, c'est pas bon pour nous. Voilà, je le traduis. L'hypothèse 0 est rejetée ou pas. Alors, du coup, je suis obligé, par rapport au premier test, je suis obligé de tenir compte de deux classes d'âge. Alors, je ne peux pas savoir l'âge des individus. Pour faire ça, il faudra leur couper les doigts et faire de la squelétologie, c'est-à-dire regarder comme les arbres un peu pareils, les cernes sur les os. Donc moi, je ne fais pas ça, puisque je vous ai déjà dit depuis le départ que j'ai une méthode où on n'embête pas trop les crapauds. Puis il faudrait que je contacte un labo, bon, c'est compliqué quand même. Mais j'ai quand même fait deux classes d'âge, c'est-à-dire les individus déjà là, et ceux qui viennent d'arriver. Donc ça, par contre, je le sais. Ceux déjà là, ils sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle de classe d'âge, la scène classique. Et je teste d'autres modèles, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et avec un critère d'information classique, le même qu'on utilise dans toutes les biostatistiques, le critère de Keck, le fameux AIC, là.
Ce modèle-là, c'est-à-dire celui où la survie avant l'incendie est la même que la survie bien après l'incendie, et la survie de l'année inter-incendie est différente, c'est-à-dire ce modèle-là, il dit avant l'incendie, il y a une survie, entre l'année avant l'incendie et l'année après l'incendie, il y a une autre survie, et la dernière survie est la même que la première année. Donc ce modèle-là, c'est le modèle qui marche le mieux. Après, j'ai testé d'autres modèles, je ne rentre pas dans les détails, mais celui-là, on sait que statistiquement, c'est celui qui marche le mieux. Vous allez mieux comprendre dans les graphiques. Après, il y a un dernier test qui consiste à calculer la dispersion du modèle. Donc, normalement, au tout début, je vous ai parlé de la loi binomiale, pour ceux qui sont calés en biostatistique. C'est le fameux pile ou face. Quand le modèle est vraiment binomial, on doit avoir ce fameux C-chapeau, il doit être à peu près égal à 1. S'il est plus petit que 1, on se bouche le nez, une fois de plus, c'est-à-dire il n'y a pas de défaut majeur, mais c'est pas forcément bien quand même. Et s'il est plus grand que 1, par contre, ça veut dire que le modèle ne marche pas. Donc, on retrouve les mêmes résultats que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte du fait que l'individu était déjà là ou pas. Voilà, c'est ça que dit l'analyse statistique. Voilà, je vais un peu aller vite sur là. En gros, je compare deux autres modèles. Un où l'individu, l'année après l'incendie, il est parti, mais il revient l'année suivante. On voit que ce modèle-là, en fait, il marche moins bien que le premier modèle où l'individu revient tout de suite. Donc, ce que ces modèles disent, après vous allez voir des graphiques, ça va être plus clair, c'est que l'incendie, on voit tout de suite un effet, c'est-à-dire que la survie l'année suivant l'incendie, la survie, elle a changé. Vous allez voir comment elle a changé. Et on peut tenir compte aussi du fait que les individus, s'ils sont là, ils vont de toute façon se reproduire. Donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'ils ne ratent pas d'année de reproduction. Je vais passer le tableau parce que le graphique sera mieux, juste pour vous montrer qu'une année normale, la survie de mon modèle, que donne le modèle, elle est de 0,97. C'est beaucoup. Ça, c'est pour les individus déjà là. Alors pourquoi? Parce que c'est des gros individus qui ont très peu de prédation. C'est-à-dire qu'en gros, sur le plateau de Détroit qui a en plus à brûler, entre-temps, avec la chasse petit gibier, la fréquentation humaine des joggers, etc., il y a peu de mammifères, il y en a, mais peu de mammifères susceptibles de manger des crapauds, renards, fouines par exemple. Et pour ce qui est des oiseaux, à part le grand-duc que j'ai déjà vu, que je soupçonne déjà d'avoir croqué un ou deux crapauds, il y a peu de choses. Reste le sanglier, j'ai déjà vu des sangliers dans les bars, eh bien, les crapauds continuent à vocaliser, donc il faut croire. Moi j'aurais pensé qu'ils les mangent tout de suite, mais non. Donc ils doivent peut-être en croquer de temps en temps, mais pas souvent. Ce qui explique la survie forte, c'est-à-dire que le crapaud, s'il n'a pas de menace de prédation, s'il ne se fait pas écraser par des voitures, s'il n'y a pas de maladie émergente, il survit parce qu'il n'est pas dans les bonnes conditions, un bon habitat. Par contre, les individus de passage, eux, ils ont une survie plus faible, 77%. Ça reste pas mal, 70% annuel. Il y a des espèces, la survie annuelle, c'est 50%. D'accord? Donc là, 77%, c'est très raisonnable. Alors, ce qui est intéressant, voilà, j'y viens, je vous ai dit, les graphiques sont remplis par là. C'est quand on compare les survies des années normales et l'année, les 2 années où au milieu il y a une perturbation. La perturbation ici, c'est l'incendie. C'est quand même une perturbation forte. L'ensemble de l'habitat, quasiment l'ensemble de l'habitat du crapaud, entièrement détruit de façon temporaire, avec en plus de la chaleur qui se propage dans le sol. On verra quand même pas très profond tout à l'heure. Et bien on voit qu'il y a effectivement une différence de survie, que ce soit pour les individus résidents ou pour les individus que j'appelle les primo-arrivants, c'est-à-dire ces individus qui viennent d'arriver sur la mare, on a un écart de survie et cet écart est statistiquement fiable. C'est-à-dire que quand on regarde les intervalles de confiance, il est dedans. Alors quand on calcule la survie minimale au feu, c'est-à-dire on peut voir combien d'individus au minimum, parce que je vous ai dit, on ne sait pas s'ils sont partis ou s'ils sont morts les autres. Survie au feu, on atteint quasiment entre 65 et 70%. Donc cette étude permet de montrer que sur ce cas précis, quand même, on est restreint à une mare avec 100 individus par an. Hein. C'est pas non plus... Voilà. On ne va pas en tirer des conclusions universelles. Mais sur ce site, le feu a impacté les crapauds. On ne sait pas s'il les a tués ou s'il les a fait partir, mais l'impact reste quand même raisonnable. On est loin des 100% de mortalité que j'ai déjà lu dans des textes un peu de vulgarisation. C'est-à-dire que vous demandez aux gens, pour eux, un feu passe, tout est mort. Y compris les végétaux qui vont repousser pourtant 2 mois plus tard. Mais voilà. Le raisonnement des gens, c'est ça. C'est rare, donc c'est mort. Alors, quand
on regarde les populations et pas les survies, on voit d'ailleurs que même la population a légèrement baissé en 2017, mais qu'elle s'est mise à remonter. Donc, impact sur la survie modéré, impact sur les populations qui n'est pas statistiquement avéré. Donc, les populations, elles, ne changent pas. C'est-à-dire que les individus qui ont disparu, morts ou qui ont migré, ils ont été remplacés par d'autres, en plus. Donc, pour être sûr quand même sur cette mare-là, c'est la première mare, après je vais parler de la deuxième, on n'avait pas trop d'échanges avec d'autres mares qui fassent le modèle. Je vous ai dit, j'ai passé quelques sessions à chercher des crapauds un peu partout, et notamment sur une troisième mare qui a été créée récemment, et dont je savais qu'elle allait attirer des crapauds qui étaient dans les environs. Donc ça m'a permis quand même de voir un peu les mouvements entre les mares de crapauds, et de voir qu'en fait, il y a, jusqu'au mois d'avril, il y a très peu d'échanges. Alors il est un peu compliqué à lire le graphique là, en pleine conférence, mais si vous regardez bien, sur 140 individus, les échanges en avril ou en août ou en mai, c'est 4, 5 individus, quoi. 4 ou 5 sur 140, c'est pas des échanges énormes. Et notamment le deuxième site dont je vais vous parler ensuite, qui est le site en haut à gauche de Carrière, il y a 0 échange entre lui et le premier site. Il n'y a que 700 mètres entre les deux sites. Donc le crapaud calamite est très fidèle à son site. Il a une tendance assez faible à aller voir ailleurs une fois qu'il est installé sur un site. Par contre, sur la nouvelle mare qui a été créée, elle a quand même attiré pas mal d'individus du premier site, c'est ici. Là. Je suis désolé, le pointeur il ne fonctionne pas. On va dire la flèche noire et la flèche bleue assez large. Elle a attiré des individus, mais comme je suis repassé en août, on a eu la chance, on a eu un mois d'août assez pluvieux, j'ai pu faire des sessions en août, c'est rare, pas chaque année qu'on peut le faire. Je me suis rendu compte que ces crapauds, en partie, étaient revenus sur la première mare ensuite. Donc ça a permis d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils font. Ils ont tendance, dès qu'il fait chaud, c'est-à-dire mois de mai, juin, à s'éloigner du site. Si la pluie tombe à ce moment-là, à saisir des opportunités de reproduction, ils entendent un mal chanter à 100 mètres d'eux, ben, ils y vont, même si c'est pas leur mare. Mais en fin de saison, ils ont quand même tendance à revenir vers leur mare principale. Alors, pour quelles raisons? Est-ce que c'est chimique? Est-ce que c'est qu'ils reconnaissent le paysage ou d'autres raisons? Ça a été étudié par des Allemands dans les années 80, mais il n'y a pas de réponse claire. C'est-à-dire que tout fonctionne. Le champ magnétique, l'odeur, le paysage. Donc ils utilisent tout leur sens pour retrouver leur mare. Voilà. Donc cette fidélité au site, elle permet d'asseoir les résultats, c'est-à-dire d'être sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements pendant les sessions. C'est important par rapport au modèle. Alors on peut même suivre des crapauds tout le long de leur vie, alors c'est un coup de chance, hein. Mais j'en avais capturé un dans le site de la Carrière, c'est la photo à gauche. C'était un individu qui avait à peu près 1 an, qui n'était pas encore reproducteur, et je l'ai recapturé. On voit son mouvement, donc on voit qu'il est parti de la Carrière, et je l'ai capturé à nouveau dans la Carrière, et la dernière fois je l'ai capturé, la dernière marque a été créée. Donc lui il a un peu bougé quand même, cet individu-là. On peut penser que maintenant il va rester sur sa nouvelle marque, c'est-à-dire que la fidélité, elle ne s'inquiète peut-être pas la première année. Donc vous voyez aussi des tailles sur l'échelle, hein, il grandit quand même, forcément. Oui, il grossit, il prend du poids. Alors, juste une petite discussion, et je finirai ma conférence par les grenouilles vertes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça sera un peu plus rapide. Alors déjà, la méthode, elle a montré qu'elle fonctionnait. Alors des fois, on n'a pas besoin de photos de logiciel. Hein. Donc là, j'aime bien celui-là. Il est né comme ça. Hein. J'avais une photo de lui jeune aussi, il est déjà avec sa jambe dans son pied en moins. Donc vous voyez que ça n'a pas empêché de survivre, hein, d'avoir une patte non fonctionnelle. Bon, c'était une petite minute nostalgie. Je ne l'ai pas retrouvé en 2018, donc c'est pour ça. L'étude a montré que l'incendie a un impact sur les survies des crapauds apparentes, mais n'a pas d'impact sur les populations, donc à creuser pour les raisons. Donc ici, c'est par exemple le crapaud au milieu décembre. Hein. Au mois de mars, le feu avait lieu au mois d'août, hein, donc ça faisait quand même pas il y a longtemps. Vous voyez que le milieu est encore impacté là, au niveau de la flore. Il y a quelques kermesses là qui repoussent. Alors, il y a des zones où ça a beaucoup mieux repoussé que ça. Mais là, c'était vraiment une zone qui était encore bien impactée, au mois de mars. Alors, pourquoi un crapaud peut survivre au feu? Ben, tout simplement parce qu'ils ont tendance à aller dans les terriers de la Panne-Garenne, par exemple. Ça a été prouvé par Adotrekin, en Espagne. Et l'intérieur de la Panne-Garenne, une fois que vous êtes dedans, le feu il peut passer au-dessus, ça fait rien. Là, on voit, j'ai pris cette photo exprès, on voit que les feuilles des chênes kermesse, on est à l'entrée du terrier. Hein. Elles n'ont pas brûlé. Elles ont été un peu roussies, mais... Ils ont tendance aussi à s'enterrer dans les champs, donc surtout les cultures synégétiques ou les cultures de blé qu'il y a sur le plateau de Vitrolles, ils arrivent à creuser avec leur tête, à s'enterrer à quelques centimètres, donc c'est suffisant. Par contre, les crapauds qui se sont par exemple cachés sous des
des arbres morts, ceux-là, on peut penser qu'ils ont regretté leur choix. Donc au final, quand même, une donnée que j'ai trouvée dans un excellent livre sur les incendies, quand on a 6 tonnes par hectare de masse sèche, ça correspond à une garrigue ouverte. La chaleur, elle pénètre à 3 cm dans le sol. Dans un incendie classique, vraiment un feu de cime bien intense avec du vent. Et quand on est à 18 tonnes de matière sèche, ça c'est une garrigue à chaîne Carmès nature avec des chaînes, voilà. Une garrigue pas haute, mais pas maquis quand même, une garrigue bien conséquente. Ça descend à 5-6 cm, pas plus. Donc un animal qui a enterré à 10 cm de profondeur, le feu, c'est comme pour lui, c'est comme s'il n'était pas passé. Donc ça explique sans doute la survie. On peut même penser que la mortalité qu'il y a pu avoir n'est pas directe, mais qu'elle est indirecte. Par exemple, les individus ont survécu au feu, mais après ils n'ont pas trouvé à manger, du cause de l'incendie. Donc ici, c'est un individu que j'ai retrouvé juste après le feu, en septembre, donc c'était un mois après le feu à gauche. Effectivement, il était très maigre. En réalité, c'est le seul individu, j'en ai trouvé à peu près une vingtaine des crapauds les mois après le feu. Le seul individu que j'ai trouvé affaibli. Tous les autres, ils étaient normaux, ils étaient gras, ça allait. Donc c'est sans doute pas cette raison-là. Ça, c'est un individu, le même jour, vous voyez, bon, on est bien portant au milieu décembre. Par contre, l'habitat pendant quelques mois, donc ça, c'est des images qui vous montrent la reprise de la végétation. Les zones vertes, c'est là où ça a repoussé. Vous voyez que la végétation a surtout repris au mois de mai. Donc pendant plusieurs mois, les crapauds ont été beaucoup plus sensibles à la prédation. Je vous ai parlé du Grand-Duc. On va dire les rapaces de manière générale ou les hérons. Si le milieu est ouvert complètement, c'est beaucoup plus facile pour eux de croquer un crapaud qui passe par là que s'il est planqué au milieu des chaînes Carmès. Donc ça, à mon avis, c'est un facteur quand même qui explique une partie de la mortalité. J'ai pas de preuve, évidemment, c'est une discussion, c'est de la spéculation. Mais c'est un des facteurs, sans doute plus que le feu lui-même. Je vous montre notre photo, septembre-juin. Donc vous voyez que là, on peut un peu se cacher. Par contre, là-haut, voilà. À part creuser un trou, c'est difficile de se cacher. Là. Donc le deuxième site que j'ai suivi intensément, c'est la carrière. On retrouve exactement les mêmes résultats, j'insiste pas, mais... pardon. La survie aussi qui diminue d'à peu près... On est à 60% de survie minimum. Là. Ce qui est quand même pas mal. Un peu moins que le premier site. Ça, c'est avant les incendies, après en gros. Donc, conclusion de cette étude, la méthode marche pour une centaine d'individus, ça fonctionne. On a des incertitudes qui sont suffisantes pour tirer des conclusions. Par contre, on peut suivre que les mâles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ce qui est l'incendie, donc ça, c'est le petit bonus qui n'était pas prévu au départ. L'effet mesurable sur la survie, vraiment. Par contre, sur les populations, excusez-moi, sur les populations, il n'est pas mesurable, ce qui s'explique par la stratégie R du crapaud calamite, c'est-à-dire que même s'il y en a qui sont morts, d'autres individus arrivent pour coloniser le site assez facilement, sachant qu'à quelques kilomètres de là, il y a des sites qui n'ont pas brûlé. Une migration de 2-3 km, ça peut se faire pour le crapaud. C'est pas hors de portée. Donc, l'incendie, pour ce qui est des crapauds calamites, n'a pas de conséquences graves. Il y en a, mais elles ne sont pas graves. Voilà, ça n'était pas des populations. Je poursuis le suivi en 2019 de manière sûre, après on verra. Ça permettra d'assurer les résultats un peu plus. Donc, voilà, je vous ai parlé de la capture au capture pendant longtemps, c'était vraiment le cœur de ma conférence, on va dire. Vous aurez compris quand même les choses importantes, c'est-à-dire que le principe c'est de savoir la probabilité la donnée importante c'est la probabilité de recapture, savoir l'efficacité qu'on a à détecter les individus. Et après, il faut faire des hypothèses biologiques pour faire des modèles. C'est-à-dire, si les animaux, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'ils font, et on ne sait pas leur déplacement, au moins un minimum, on ne peut rien faire. Donc on est obligé de connaître un petit peu l'écologie, la biologie d'espèces. Donc pour finir, je vais vous parler d'un autre sujet. Alors lui, c'est en cours, donc je vais être beaucoup moins long. C'est juste une introduction, puisque les travaux ils vont avoir lieu plus tôt cette année. Au tout début, je vous ai parlé d'étudier les crapauds et les grenouilles par l'écoute de leur vocalisme. Donc ça permet de les compter, mais ça permet aussi de temps en temps de les identifier. Il existe des espèces, ça existe aussi chez les insectes, chez certains insectes, qu'on ne peut pas identifier par des critères simples de physionomie. C'est-à-dire que même en l'ayant dans les mains, même en le triturant dans tous les sens, on n'a pas de clé qui soit pertinente pour savoir quelle espèce c'est. On a le genre en général, mais on ne va pas plus loin.
C'est en particulier le cas chez les amphibiens pour les espèces de grenouilles vertes, le genre Pelophylax, qui est un genre très compliqué, où en fait les critères ont varié au fil des années, c'est-à-dire que dans les années 80 il y avait des critères, dans les années 90 d'autres. Donc en fait toutes les données à vue ou en main pour ce genre-là ne sont pas fiables, c'est-à-dire que les clés sont fausses ou du moins en partie inexactes. Par contre, bien entendu, on a toujours possibilité pour ces espèces-là de faire un test génétique. Là, on met ça, on fait une analyse et on peut être sûr de ce qu'on a trouvé. C'est pas la portée de tout le monde, il faut faire un échantillon, il faut voir la bouche de l'individu, il faut voir l'échantillon en labo, donc vous imaginez bien que quand on veut savoir la répartition d'une espèce à une grande échelle, ça va être délicat de faire un test ADN sur tous les individus qu'on trouve. Voilà. Donc n'y a-t-il pas une façon de faire qui soit différente de la physionomie ou la génétique? Ben si, c'est regarder de manière informatique le détail de la vocalise. Donc ça ne se fait pas que sur les grenouilles, je vous l'ai dit. Tout à l'heure je parlais avec Daniel Pavon des cigales, mais sur certaines cigales on peut le faire aussi. Ça peut se faire pour certains oiseaux. Et on va dire de manière générale, tout animal qui aurait un signal sonore émis. Voilà. Et ça se fait tout le temps, sans arrêt, oui, pardon. Sur les autoptères, bien sûr. Et il y a un groupe d'animaux, de mammifères, pour lesquels ça se fait systématiquement, ce sont les chiroptères. Les chauves-souris, la plupart des inventaires se font, on ne voit même pas l'animal. On enregistre le son et puis c'est tout. Voilà, et on étudie comme ça. Alors sur les grenouilles, c'est un peu la même idée. L'idée, ça serait on ne les voit pas, on les enregistre et on sait ce qu'il y a. L'avantage, c'est que ce n'est pas intrusif. C'est-à-dire qu'on place un enregistreur, on s'en va et on revient. Entre-temps, elles ont fait leur vie, on ne les a pas embêtés et on sait ce qu'il y a eu. Alors, sur les Pelophylax, alors le complexe des Pelophylax est très compliqué, il y a plein d'espèces eurasiennes. Et en Europe, on va dire occidentale, en particulier, il y a une espèce qui est très répandue, qui est en haut, la photo en haut, c'est la grenouille rieuse. Elle est très répandue parce qu'en fait, elle a été introduite un peu partout, elle vient de Grèce et de l'Europe centrale. Alors, son aire de répartition va jusqu'à peu près le Rhin. Voilà. Est-ce qu'il y en a en France ou pas, c'est encore sujet à débat. C'est-à-dire qu'en Alsace, elle est censée être autochtone, en réalité, rien n'est certain. Mais elle est répandue partout en Europe maintenant, puisque en fait, depuis les années 60, on a élevé cet animal dans des étangs pour pouvoir les manger les cuisses en particulier, parce que c'est l'espèce de grenouille verte qui a les cuisses les plus grosses, donc c'est celle qui intéresse les restaurateurs. Malheureusement, en plus, on a introduit d'autres espèces proches qui viennent du Proche-Orient, qui ne sont pas en fait de même taxon, tout à fait. Il y a eu des mélanges génétiques, donc en plus, la grenouille rieuse, entre guillemets, c'est pas forcément Pelophylax reticulus, ça peut être d'autres grenouilles proches. Donc, par grenouille rieuse, on appelle un ensemble de taxons plus ou moins proches et qui ont en commun d'être introduits chez nous. Et qui ont une deuxième caractéristique, c'est qu'avec tous ces mélanges, ils sont devenus très adaptés à n'importe quel environnement. Il y a une espèce de vigueur hybride, si vous voulez, une sorte de vigueur hybride. Donc, une fois qu'elle a été introduite, elle s'est répandue très rapidement et partout. Donc, actuellement, par exemple, on en trouve dans les Alpes à 1500 mètres d'altitude quasiment. Ah, pas beaucoup, mais donc elle est arrivée quand même à étendre son habitat de manière spectaculaire. Et dans les Bouches-du-Rhône, il y en a partout. Voilà. En ville, dans les étangs. En bas à droite, je vous ai mis une photo de grenouille de Pérez, qui elle est la grenouille autochtone de l'Espagne jusqu'à peu près l'étang de mer, qui est bien plus petite, qui ressemble de loin mais qu'on peut facilement différencier même à vue. Donc vous vous dites, si elles sont tout à fait différentes, il n'y a pas besoin on les regarde, on les identifie. En réalité, ces grenouilles, elles entretiennent des complexes hybridogénétiques, c'est-à-dire que leur reproduction est assez complexe. Excusez-moi de parler le mot, mais... Et il existe ce qu'on appelle des kleptons, qui ne sont pas des espèces, c'est des taxons, mais ce n'est pas des espèces, c'est des kleptons. Donc ça n'a pas leur rang d'espèce. Et qui sont une sorte d'hybride un peu particulière, parce que ces hybrides peuvent se reproduire, mais ils ont besoin d'une espèce hôte, une espèce de parasite sexuel, si vous voulez, ils font du parasitage sexuel, ils ont besoin de leur espèce hôte pour pouvoir se reproduire. Donc, par exemple, la grenouille de Grave dont je vais parler, s'il n'y a pas de grenouille de Pérez à côté, elle ne peut plus se reproduire. Elle a besoin de la grenouille de Pérez pour assurer sa reproduction. La grenouille de l'Essonne, c'est pareil, elle a besoin de la grenouille Esculentus, par exemple, la grenouille verte en fait commune, l'Esculentus, Pelophylax Esculentus, a besoin de la grenouille de l'Essonne pour sa reproduction. Donc en fait, quand on rencontre des grenouilles Pérez, il y a toujours le klepton associé avec elle, toujours, qui est la grenouille de Graff,
Et quand on rencontre des grenouilles de l'Essonne, il y a, en général, mais pas toujours, le klepton associé, qui est la grenouille verte commune, Pelophylax esculentus. Je vais rentrer dans les détails après génétique très rapidement. Et la grenouille rieuse, dans tout ça, quand elle se reproduit avec ces grenouilles-là, eh bien, ça donne de la grenouille rieuse. Donc elle peut très bien faire disparaître génétiquement les autres populations, rien qu'en se reproduisant avec. Donc, et le problème, c'est qu'en plus, cet hybride, il ressemble parfois à une grenouille de Pérez. Ici, c'est la grenouille de Graffin. Alors, le KL, c'est parce que c'est un klepton. Alors, comme elles se ressemblent, et que je n'ai pas fait d'analyse génétique sur les individus que j'ai pris en photo, j'ai marqué type. Donc, ça veut dire qu'en fait, je ne peux pas vous garantir qu'ici, c'est une grenouille de Pérez, qu'ici, c'est une grenouille de Graff, et qu'ici, c'est une grenouille rieuse. Alors, à droite, je suis quasiment sûr que c'est une grenouille rieuse. À gauche, je suis quasiment sûr que c'est une grenouille de Pérez. Mais par contre, le klepton au milieu, il y a toujours un doute. Et le problème, c'est que ce doute, il est important. Parce que la grenouille de Graff, c'est naturel, c'est un mécanisme naturel, elle n'est pas introduite, c'est un hybride qui s'est fait naturellement avec la grenouille de Pérez, alors que la grenouille rieuse, elle est introduite, et on n'a pas envie qu'elle soit là. Alors, en tout cas, pourquoi? Parce qu'elle a un impact sur les autres. Hein, c'est pas parce qu'on n'aime pas, il n'y a rien de moral là-dedans, c'est qu'elle a un impact en termes de conservation. Donc, je rentre un peu dans les détails. Quand une grenouille de Graff veut se reproduire, en fait, ces gamètes, la partie du génome qui correspond à celui de Pérez, c'est un hybride, il faut rappeler, donc il y a du rieuse et Pérez. Elle se détruit, il reste que la partie rieuse, et en fait, cette partie-là se clone. Et elle se reproduit avec une grenouille de Pérez. La photo en bas, c'est à peu près l'idée. Hein. En haut, le mâle qui est au-dessus, c'est une Pérez, la femelle qui est au-dessous, c'est une grenouille de Graff, quasiment sûre. Hein. Je vous dis, je ne peux pas être sûr de manière certaine, je n'ai pas fait d'analyse ADN. Et on obtient une grenouille de Graff. Quand une grenouille de Graff se reproduit avec une grenouille de Pérez, on n'obtient pas un hybride de l'hybride, on obtient une grenouille de Graff. Si la grenouille de Graff se retrouve dans une population où il n'y a plus que des grenouilles de Graff, eh bien, la population s'éteint au bout d'une génération, parce qu'elle ne peut plus se reproduire. Voilà, c'est une forme de stérilité. Ce qui est intéressant, c'est le gène R là qui se balade, donc c'est plusieurs chromosomes quand même. Comme il se clone, il devient de pire en pire, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de mutations délétères, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas, s'il était tout seul dans le génome, ça ferait des individus non viables. Donc si cette grenouille de Graff se reproduit avec une autre grenouille de Graff, ça fait une grenouille rieuse en fait. Et le tétard ne survit pas. Il a plein de malformations, il ne survit pas. Alors, ça a été étudié en labo. Il ne passe pas le cap du tétard en fait. Donc la population s'éteint. Quand une grenouille rieuse est introduite, j'insiste sur le mot, se reproduit avec une grenouille de Pérez, les gènes qu'elle a en elle sont des gènes issus de la reproduction sexuée, donc eux, ils n'ont pas de mutation dangereuse, ou très peu en tout cas, parce qu'il y a eu une sélection sexuée, ils ont été éliminés. Et on obtient une nouvelle grenouille de Graff. Mais celle-ci, c'est pas une grenouille de Graff naturelle au sens génétique, c'est-à-dire que son gène rieuse, il est tout neuf, tout beau, et donc elle est capable ensuite de se reproduire avec une autre grenouille de Graff et de donner une grenouille rieuse. Donc quand le processus commence et s'enclenche, on peut très vite avoir des populations, ça a été simulé par l'informatique notamment, avec des modèles informatiques, où à la fin on n'a plus que la grenouille rieuse. Au départ on avait de la Pérez et c'est tout, et quelques Graffes. Des grenouilles de rieuse introduites apparaissent dans la mare, il y en a de plus en plus, et à la fin on n'a plus que ça. Donc c'est ce qui s'est sans doute passé dans la plupart des sites en dehors du littoral. Notamment dans le Gard, il y avait des mares où il y avait la grenouille de Pérez il y a encore 30 ans, et maintenant il n'y a plus que la rieuse. Voilà. Donc il y a eu un impact avéré, et cet impact a une cause génétique a priori. Pas seulement, hein, il y a d'autres causes. Donc tout l'intérêt de savoir les reconnaître, parce que savoir les reconnaître, c'est trouver des sites où il y a encore l'habitat fait qu'il y a encore des grenouilles de Pérez et de Graff qui n'ont pas été détruites, dont les populations n'ont pas été détruites par la grenouille de rieuse. Donc c'est pour ça qu'il faut une méthode fiable. Donc la méthode elle est très simple, on enregistre les vocalises de façon automatique, alors soit avec une clé USB que j'ai bricolée qui dure 5 jours d'autonomie, soit avec des dispositifs plus chers mais qui durent des mois. Ici c'est un boîtier SM4, pour ceux qui connaissent c'est des boîtiers, on les pose 3 mois sur le terrain, on les cache, on met des cadenas partout, et on repart et après on vient récupérer les sons. Alors l'avantage avec l'USB c'est qu'on ne peut pas la piquer, parce que c'est tellement petit, donc moi je préfère, parce que ça évite les vols, ça évite les complications, en plus c'est moins cher à poser. Par contre, il faut passer tous les 5 jours. On enregistre les sons, alors je crois normalement, je vous les ferai écouter tout à l'heure, et on regarde le détail du sonogramme
avec un logiciel. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du logiciel, mais le saut diagramme, c'est lui qui nous permet de faire des calculs mathématiques. Donc je vais vous faire écouter la vocalise du grenouille de Pérez, si tout va bien. Alors celle-ci, elle est assez typique. Il y en a que parfois où c'est un peu moins résilient. Et là, c'est une grenouille rieuse. Alors, entre la Pérez et la rieuse, si avec ça, à l'oreille, un bon observateur saurait distinguer, et voilà, pas besoin d'ordinateur, d'enregistrer, c'est bon, c'est réglé, au revoir, je fais ma petite liste d'espèces. Sauf qu'en réalité, la grenouille de Graff, je reviens en arrière, désolé s'il y a du son, la grenouille de Graff, donc le clepton, il a une vocalise qui se rapproche beaucoup de celle de Pérez. Mais parfois, certains individus ont une vocalise qui se rapproche un peu plus de la rieuse. Donc ça complique tout. On ne sait plus si on va faire de la graffe ou de la rieuse. Or la graffe, on veut la conserver. On est content qu'elle soit là en termes de conservation écologique. Et la grenouille rieuse, on n'est pas content qu'elle soit là, ou en tout cas, elle risque de mettre en péril les deux autres taxons. Donc, voilà ce que j'ai fait. C'est bientôt fini. J'ai fait des mesures, alors je ne rentre pas dans le détail, mais on peut mesurer le nombre de pulses, l'écart entre les pulses. Voilà. On a 4 variables différentes bioacoustiques, avec une façon de mesurer qui est normalisée, c'est-à-dire c'est la même méthode pour chaque enregistrement. C'est ça qui est important surtout. 4 variables, c'est pas. Quand on a 4 variables, de manière générale, quand on fait une étude statistique, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les variables. Pour ça, on utilise une méthode très classique qui est l'analyse. L'ACP, quoi, l'analyse par composante principale. Donc en gros, on mouline les 4 variables et on n'en fait que 2 qui sont une combinaison des 4 autres. Et après, on fait un petit graphique sur lequel on peut faire un travail. Le graphique, il nous permet d'établir s'il y a des groupes, c'est-à-dire si on peut reconnaître comme un taxon, mais un taxon acoustique, c'est-à-dire c'est pas une espèce au sens génétique. Au sens génétique, une espèce, c'est quoi? Ça, on prend les gènes, on fait un arbre, on regarde les embranchements et on décide ou pas que c'est une espèce. Quand je parle au niveau génétique. Et bien, au niveau acoustique, c'est pareil. On regarde un petit peu le graphique et on voit s'il y a des groupes statistiquement cohérents. Et bien, en fait, il y en a, mais on s'aperçoit qu'il n'y a plus que 3 taxons, mais seulement 2. Il y a le groupe Pérez-Graff, qu'on ne peut pas différencier statistiquement, en tout cas de façon simple, et il y a le groupe des rieuses qui, lui, est différent statistiquement. Alors, vous vous dites, mais alors comment ça se fait que génétiquement, il y a 3 espèces? Alors, en fait, ça se comprend parfaitement en termes de sélection naturelle. La grenouille de Graff ayant besoin des grenouilles de Pérez pour sa reproduction, le mâle, nécessairement, sa vocalise va plutôt se rapprocher de celle de la grenouille de Pérez. Puisque, par sélection naturelle, les mâles qui n'auront pas ce caractère-là ne vont pas donner de descendants. Donc ça s'applique très facilement en termes de sélection naturelle. Alors, après, il n'y a pas de preuve, mais c'est une explication qui tient la route. La grenouille de rieuse, elle, comme elle est séparée et que la pas intérêt à se reproduire les autres, c'est pas son but, il n'y a pas de problème, elle est séparée au niveau acoustique. Donc on a 2 espèces différentes acoustiques, et donc en termes de conservation, et c'est la conclusion de ce travail-là pour l'instant, c'est que ça ne sert à rien de vouloir identifier les 3 taxons, on va se contenter de faire 2 groupes, celui des grenouilles autochtones, Pérez et Graff, de toute façon c'est celle qu'on veut conserver, et celui des grenouilles invasives, qui ne sont pas forcément d'ailleurs Ridibundus, qui peuvent être d'autres taxons du Proche-Orient. Je n'ai pas tous sollicité, il y en a plein, ça change tous les ans. Quasiment. Et donc c'est tout bon. J'ai un outil qui me dit, ça c'est les bonnes grenouilles en termes de conservation, il n'y a aucun jugement moral, je rappelle. Et ça c'est des mauvaises grenouilles. Donc après, nous, à l'LPO, le but c'est pas d'éradiquer les autres, on n'a pas de stratégie, de les pêcher ou quoi que ce soit. Mais c'est juste de savoir que tel habitat convient. Je vais vous montrer une carte après. Et s'il convient, on va maintenir cet habitat. Voilà, on ne va pas faire de mal aux autres, mais on va pas les aider quand même. Peut-être pas exagérer. Malheureusement, ça je ne voulais pas le montrer dans ce graphique, mais il y a certains individus d'une espèce qui vit plutôt en Israël, qui se retrouvent un peu entre les deux. Alors, a priori, elle ne se reproduit pas avec les autres, maintenant c'est pas sûr, donc ça risquerait de créer des problèmes les années qui viennent quand même, par rapport à la détection. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc grâce à ça, j'ai pu faire une cartographie autour des Tandberg, qui est la limite d'air mondiale de la grenouille de Pérez, actuellement en tout cas. C'est là où elle s'arrête à l'est. Elle part de l'Espagne, elle vient jusqu'à Tandberg, jusqu'à chez moi. Elle a décidé de s'arrêter chez moi.
en noir, c'est la grenouille rieuse, en orange, c'est le groupe Pérez-Graphe, donc sans différence entre les deux. Et vous voyez quand même que les habitats littoraux, près des temps de mer, c'est-à-dire c'est des marais en fait, ou des mares proches, ont conservé des populations de Pérez-Graphe. Comme ça fait plus de 30 ans qu'il y a des rieuses en veux-tu en voilà introduites, vraiment des trains entiers, imaginez des grenouilles par milliers qui viennent, ça ne peut pas être pour des raisons de timing. Ça ne va pas disparaître de même parce que tout d'un coup, le temps fait que, ça y est, l'invasion s'est faite. C'est vraiment pour des raisons d'ordre écologique, c'est certain. Lesquelles, après, on ne sait pas. Les hypothèses, donc c'est en cours de discussion avec Pierre-André Pochet, par exemple, qui est le spécialiste des grenouilles vertes et qui travaille au CEF, mais ça peut être des raisons d'habitat aquatique, c'est-à-dire les mares plus ou moins végétalisées, est-ce qu'il y a du sel dans l'eau qui gêne la reproduction de la grenouille? Ça pourrait être pour des raisons d'habitat d'hivernage, mais en tout cas, c'est un problème d'habitat. Donc, grâce à ça, c'est quand même important, c'est que si on maintient les habitats fonctionnels de l'étang de mer et autres marais littoraux, notamment la Camargue où il y en a plein, on peut arriver à maintenir l'espèce. Voilà, donc le travail de conservation, ça ne va pas être de faire comme à l'Aragondin, ce qui se fait piéger, capturer, tuer des grenouilleuses, ça va être préserver les habitats des autres et laisser faire la grenouilleuse. De toute façon, c'est trop tard, la grenouilleuse, on pourrait l'éradiquer, c'est strictement impossible. Il y en a partout, elle est très résistante, elle résiste à la pollution, elle résiste à tout. Et puis c'est très costaud. Oui, elle pollue génétiquement, alors qu'elle, comme ça ne se fait pas, donc déjà. Et puis en plus, je vous ai dit, comme c'est un mélange de plusieurs espèces proches ou populations proches, il y a une hybridation, il y a une vigueur hybride énorme. C'est-à-dire qu'elle a conquis des habitats qu'elle n'aurait pas conquis si elle avait eu ces mélanges. Ça, c'est sûr. Voilà, alors le seul problème, c'est que peut-être qu'à force de faire des mélanges de grenouilleuses, on va avoir une grenouilleuse super qui va résister au sel, à la végétation et qui va arriver à prendre les habitats des autres. Ça, c'est le risque. Voilà, je finis là-dessus. Donc cette année, on va poser des enregistreurs sur l'arc, la rivière que vous voyez en haut. Le but, c'est de voir si au fur et à mesure des années, l'interface entre les deux elle évolue. Si par exemple sur 10 ans ça ne bouge pas trop, tout va RAS, tout va bien. Si on voit qu'en 10 ans il y en a de moins en moins ou que c'est de plus en plus près du littoral, là ça voudra dire danger. Voilà. Et on ne pourrait pas y faire grand chose en plus, c'est ça le problème. On pourra juste le constater. Donc je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ah si, c'était un crapaud calamite, le tout début là. Je peux la remontrer, au moins tout le monde comprendra. Attendez, je m'échappe, voilà. Je vais vous la montrer. Alors je vais vous expliquer pourquoi elle est où. Alors, cette photo, en fait, là, les mâles, quand ils ne sont pas trop âgés, au moment de la reproduction, ils ont vraiment des motifs dus aux hormones. Hein, c'est pas des pigments qu'on retrouve toute l'année. Ils ont beaucoup de rouge comme ça. C'est souvent les mâles les plus jeunes, ça. Celui-là, je sais qu'il n'est pas très âgé. D'ailleurs, là, vous voyez, c'est des cendres par terre. Le truc noir, là, c'est de la cendre. Donc, ça arrive souvent, c'est des motifs dus aux hormones. Hein. Enfin, voilà, c'est des motifs, c'est une parure. Hein. Voilà, s'il y a d'autres questions, si vous n'êtes pas trop assommé. La durée de vie, s'il vous plaît. La durée de vie, s'il vous plaît, Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que je vous ai parlé de survie et j'ai omis de vous dire la durée de vie. Alors, il n'y a pas de réponse simple. Elle va dépendre de l'activité du crapaud. Donc, ça a été étudié en Allemagne et en Espagne, sur le crapaud calamitaire, je parle. Et on s'est aperçu qu'en Allemagne, il pouvait avoir une vie de 10 ans, alors qu'en Espagne, ça va être 7 ans. Donc ça, le problème, c'est que c'est des individus qu'on a capturés. Peut-être qu'en fait, ils vivent plus longtemps, on a fait la squelettologie, mais on a trouvé que les individus les plus vieux avaient 10 ans ou 7 ans, mais on ne sait pas, peut-être qu'après, ils ne se reproduisent plus et qu'on ne les trouve pas. Donc attention, mais on s'est rendu compte quand même qu'en Allemagne, ils étaient plus vieux. Ce qui s'explique très simplement, c'est parce que chaque année, il fait froid beaucoup plus longtemps, ils ont une activité biologique très réduite. Et quand ils ne sont pas actifs, qu'ils sont en hivernage par exemple, leur organisme travaille moins, ils s'usent moins. Donc
Donc il y a une logique là-dedans. Voilà. Honnêtement, quand je vois les survies que j'ai sur les crapauds moi à vitrolles, un de mes objectifs c'est de garder au moins une barre pendant 10 ans, et je suis sûr quasiment que je vais trouver des crapauds dans 10 ans que je vais capturer en 2015, j'en suis quasiment sûr. Voilà. Pierre-André Crochet, donc, je le cite encore, j'en ai discuté avec lui, il partait même sur 20 ans. Voilà, donc il n'y a pas de chiffre fiable. Ce qui est sûr, c'est que sur la squelettologie, on a trouvé des individus qui avaient 10 ans, voilà, c'est déjà arrivé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des plus vieux. Voilà, mais ça, quand même, ça peut vivre assez longtemps en nature. Hein. Je compare à un mammifère, par exemple des micro-mammifères, c'est 3 ans. Quoi. Parce que je pensais dans les 2-3 ans. Ouais. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est tout à fait logique parce qu'ils ont une stratégie, suivant les endroits où ils font la reproduction, il n'y a pas d'appui toutes les années, donc la reproduction marche que dans une année sur 4. Donc s'ils vivaient que 3 ans, ils auraient déjà disparu, c'est-à-dire qu'il faut quand même, leur stratégie, il faut quand même que les adultes, il y a beaucoup de mortalité la première année, et après il faut que les adultes ils survivent longtemps, sinon la stratégie R, là elle ne fonctionne pas. J'ai une petite question sur le suivi photographique des pélodites. Tu as dit que ça ne marchait pas. Est-ce que tu as essayé par exemple de resserrer la photo, de faire une macro plus serrée par exemple juste entre les deux yeux ou quelque chose comme ça? Alors j'ai essayé un petit peu, sans plus, ça n'a pas fonctionné non plus. Je pense qu'en fait c'est un réglage de la finesse du logiciel. Alors comme c'est bricolé ce logiciel, c'est un groupe américain qui l'a créé, tu peux changer les paramètres, mais franchement, je ne m'y suis pas penché. Il faudrait que je collabore en fait avec le créateur. Il faut avoir le temps. Mais je pense que c'est vraiment juste un réglage à faire. Voilà, donc après plus serré, oui, mais en plus en réglant le curseur. Voilà. Après, honnêtement, les pélodites, c'est un peu comme les pélobates, quand on a capture 5 dans la soirée, on est content. Donc je le fais à la main, c'est pas. J'ai pas. Voilà, c'est vraiment un problème quand vous avez 200 photos à traiter, là, vous n'avez pas la main. Ou alors il faut trouver des stagiaires. Moi, je dis ça en rigolant, parce que c'est vraiment un travail un peu débilisant en plus. Alors, oui, ils sont très stables dans le temps. C'était une question que je me posais. Alors, cette année, j'ai pris en photo. Les conditions ont fait que j'ai pu prendre en photo une vingtaine d'imagos quand même 3 mois à peu près. Donc, là, j'espère pouvoir, avec beaucoup de chance, sur les 20 photos que j'ai dû faire, en retrouver au moins un jour. Et là, je pourrais vérifier si c'est vraiment dès la sortie que le motif est là. Pour l'instant, je peux vous dire qu'à partir d'1 an jusqu'à. Il varie, mais pas beaucoup. Il varie quand même un peu. Mais c'est pas. Voilà. Ça varie. Après, certains varient plus, je pense que c'est des blessures notamment. Des fois, ils se blessent la peau. Oui. Alors en fait, sur la CPI, c'est toujours vraiment dans le groupe. Il faudrait peut-être que je remonte le graphique déjà. Alors, je suis désolé, je ne vous ai pas mis de son de graphe proche de la rieuse. Là, au début, je n'étais pas parti pour la leçon, je ne l'ai pas retrouvé. J'en avais un, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc je le cherche. Donc je ne peux pas vous faire écouter. C'est mea culpa. Mais en fait, je vais vous dire, il y a un débat. En fait. C'est sujet à débat. Si j'arrive à retrouver la CP. Voilà. Alors sur les temps de mer, en réalité, sur les marées que j'étudie, alors moi, je vous dis tout de suite, les écoutes, faut pas s'imaginer des endroits paradisiaques. Hein. Il y a des marais littoraux, en fait, juste à côté, il y a l'usine, tout ça. Mais il y a plein de grenouilles dedans. Et pour tourner les temps de mer, j'ai beaucoup de données qui sont vraiment à la limite du cercle. Un peu comme le point le plus à droite, orange. J'en ai plus que ça encore. Et d'après Pierre-André Crochet fait le même travail en Camargue avec les chercheurs au CEF. Et lui, il a toujours peur qu'il y ait des grenouilles de Proche-Orient, mais des Bedriaceae, par exemple, des espèces proches, quand des vocalises assez proches, et que ce soit une pollution et qu'en fait on ne puisse pas trancher, que ce soit ni la graffe ni la rieuse. Sauf qu'en réalité, j'en observe un peu partout et que c'est vraiment, pour moi, il n'y a aucun problème, c'est pas un individu tout d'un coup qui serait particulier. Quoi. Donc souvent, sur la limite du cercle, mais elles sont jamais dans le. Vraiment, il y a toujours une limite quand même. Voilà. Même si à l'oreille, ça sonne un peu comme la rieuse, quand on fait la CP, c'est bien différencié. Voilà. C'est
sais pas si ça répond, mais par contre, c'est vrai qu'à l'oreille, des fois, on a du mal. Voilà. Mais même une Pérez pas classique, un peu moins bourdonnante, on va dire, c'est typique des températures comme ça. Quand on n'a pas l'habitude, on a du mal à différencier. Voilà. Donc à marque, elles sont plus typées, en général beaucoup plus typées. C'est vu de l'esprit, c'est-à-dire normalement une population fermée, c'est une population, à chaque fois qu'on vient sur le site, sont capturables, c'est-à-dire sont présents, mais on peut les capturer, c'est-à-dire ils ne sont pas sous terre, ils ne sont pas ailleurs. Le même nombre d'individus à chaque fois. Voilà. Donc, je donne un exemple. Les crapauds, ça voudrait dire que c'est toujours les mêmes sur la même barre, qui sont tous là, même s'ils sont plus ou moins bien cachés, mais qui sont capturables, et qu'il n'y a pas de mort entre chaque session. Voilà. Donc pas de mort entre chaque session, c'est bon. Il y en a, mais c'est 80%. Par contre, entre chaque année, il y a de la mortalité, il y a de la migration, donc là, on ne peut plus faire population fermée. C'est pas possible. Je vous donne un autre exemple pour changer un peu des crapauds. Ça se fait beaucoup sur les papillons, la capture au capture. On met des feutres, les étudiants peuvent le faire, ça met des feutres sur des codes avec des feutres sur les ailes. Et ils vont repasser, par exemple, 2 fois au même endroit dans la journée. Eh bien, si c'est assez rapide et qu'on estime que les papillons peuvent beaucoup bouger, on va dire que c'est une population fermée, même si c'est de l'esprit. Si on attend trop, on va dire que c'est ouvert parce que certains seront allés ailleurs, ils vont changer. Voilà. Mais la vérité, c'est le modèle qui nous le dit. On peut tester les deux modèles, les comparer, faire le fameux critère d'information d'accueil, les comparer, faire une analyse d'ajustement, et on verra bien avec les tests lequel des deux est le plus vrai. Voilà. Pour les crapauds, c'est pas possible de faire fermer. Sauf si on vient 3-4 fois sur la même. Vers le mois de mars, on vient par exemple 4 fois, 4 jours différents, mais la même période, là je peux considérer qu'elle est fermée la population. Mais c'est du l'esprit. Merci à vous.